Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa pour cette édition de Vox Live. Un Vox Live consacré à la substance grise parce que nous allons parler des intellectuels et particulièrement des intellectuels africains. Ils sont nombreux à écumer les plus grandes universités du monde et même africaines. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique fait de ces différents intellectuels, de ces chercheurs, de ces ingénieurs. Avec nous, sur ce plateau, nous avons trois invités qui sont au Cameroun à la faveur du Piquet Focam Awards et nous avons profité de leur présence ici pour organiser cette émission. Je commence par ma droite avec le docteur Vincent Konjok qui est le CIO de Ilemel Énergie basé à Dakar au Sénégal. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir sur le plateau de Vox Africa. Alors parlez-nous un peu d'Ilemel Énergie. C'est une société qui fait, comme son nom l'indique, de l'énergie, qui est basée au Sénégal. Racontez-nous un peu l'histoire de cette structure. Non, je dirais Ilemel, c'est une jeune société qui n'a que 2 ans d'âge, qui est actuellement établie à Dakar au Sénégal. Et au niveau général, c'est 12 personnes en interne avec un secteur en majorité ingénieurs. Et puis nous travaillons avec des externes qui nous supportent tout ce qui peut être commercial et puis installation des infrastructures énergétiques. Mais Ilemel, c'est une société née simplement je dirais de l'idée de quelqu'un que je suis, qui après avoir fait une certaine carrière se disait qu'est-ce qu'il peut faire pour son peuple, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors quel type d'énergie? Parce qu'on parle beaucoup d'énergie de manière générale, mais quel type d'énergie faites-vous? Aujourd'hui, je dirais, nous regardons l'énergie de manière intégrée. Ça veut dire que je travaille autant pour le solaire que sur le charbon. Tout le monde, tous ceux qui me connaissent savent que je suis un spécialiste du nucléaire. Mais aujourd'hui, nous faisons, je dirais, en grande partie, à 90%, l'énergie solaire. Et surtout parce que pour nous, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, 60 à 70% de la population africaine dépendant des pays n'a pas accès à l'électricité. Et ce confort-là qui manque dans nos zones rurales, il fallait qu'on y trouve une solution. Nos pays, nos gouvernements n'ayant pas les moyens de pouvoir investir pour amener les réseaux dans ces zones-là, il fallait trouver des opportunités et des solutions pour pouvoir faire en sorte que ceux-là puissent avoir l'énergie. Et c'est pour cela que nous nous sommes lancés dans des systèmes off-grid, aujourd'hui qui sont considérés, après de très nombreuses années, par même les institutions internationales comme étant la révolution et qui étaient, je dirais, d'une certaine manière combattues il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, on a réussi à les imposer et aujourd'hui, on considère que ce système-là va faire vraiment la révolution parce que permettra à ceux qui ne pouvaient jamais s'imaginer avoir l'énergie à y avoir accès. En tout cas, nous aurons l'occasion au cours de l'émission de revenir là-dessus, notamment sur le nucléaire qui, comme vous le savez, fait polémique au niveau international. À côté de vous, j'accueille le docteur Eric Njankwa Djabon qui, lui, est enseignant-chercheur à Piquet Focam Institute of Excellence. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va commenter les Piquet Focam Awards, qui est l'événement qui récompense, qui est une grande innovation en la matière, qui récompense effectivement des Africains dans différents domaines. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce prix-là? D'accord. Le Piquet Focam Award, c'est un prix qui a été lancé l'année passée pour encourager les Africains partout sur le plan sur l'innovation. Ça veut dire qu'il y a les gens qui vont soumettre leurs propositions sur le plan de business, sur le plan d'ingénieur. Et il y a un comité qui fait une évaluation. Un jury, effectivement, qui fait une évaluation. Une évaluation. Et puis, les 2 premiers dans chaque catégorie sont récompensés. Justement. Le premier prix, je crois, c'est à 10 millions. Et puis, ils vont aussi financer... 10 millions de francs CFA, environ 15 000 euros, justement, pour le premier prix. Et puis, les projets seront financés, les business qui seront retenus et qui seront jugés, j'ai envie de dire, bankable par le jury, seront effectivement financés. Et demain, on a la cérémonie de remise des prix. Et c'est un grand événement chez nous à Piquet Focam. En plus, il y a aussi la Science and Technology Conference. Ça veut dire que ça rassemble
tous les scientifiques, pas tous, mais certains scientifiques qui viennent de partout, des 4 coins du monde, justement, pour cette grande conférence annuelle qui est, elle, à sa 4e édition, à la 4e édition. Mais on est là à la première édition des Pic et Focam Awards. Voilà, justement. En tout cas, nous aurons l'occasion, pourquoi pas au cours de l'émission, de revenir là-dessus. Accueillons notre dernier invité. Il s'agit du docteur Fotso Daniel, qui lui est enseignant à l'université de Maroua et qui est spécialiste de la chimie inorganique. C'est bien ça? Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, une conférence comme celle qui est organisée par l'université Pic et Focam, qu'est-ce que cela peut apporter à la fois aux chercheurs que vous êtes et aux étudiants que vous encadrez? Merci. À l'université de Maroua, je suis principalement à l'école normale supérieure où nous formons les enseignants du lycée et ceux qui vont enseigner dans les CS. Mais à l'issue de la formation, pour ceux qui sont au second cycle, nous les initions à la recherche. Et puisqu'à ce moment, quand ils sortent, quand ils vont revenir, ils pourront continuer en master et puis aller en doctorat. Donc une conférence comme celle que Pic et Focam a organisée nous permet d'échanger avec tous les participants et aussi cela nous permettra d'avoir de nouvelles expériences pour rentrer former nos candidats. D'accord. En tout cas, merci. Madame, monsieur, nous marquons un arrêt, juste le temps de suivre cet élément et nous revenons sur le plateau de Vox Live pour entamer le sujet qui nous regroupe aujourd'hui, à savoir le sort réservé aux ressources humaines africaines de manière générale. À tout de suite. Je me nomme M. Kepol. Je suis né le 12 septembre 1953 à Méridien au Bala. Je suis rentré dans un garage à 15 ans pour apprendre la mécanique. J'en ressors pour maintenant fonder un petit garage à Bertois. De là, bon, je mets en place ce petit garage, mais comme je n'étais pas très bon encore, je suis rentré à l'école, à l'UNIECO à l'époque. On appelait éducateur, c'est d'abord l'UNIECO, comme étudiant. Bon, j'ai obtenu à l'UNIECO 2 certificats de scolarité équivalents au CAP, auto et diesel. Et le deuxième certificat, c'était justement le BTS. On peut dire aujourd'hui la valeur de ce certificat. Donc, après ça, je me suis senti très bon, un peu en mécanique, en physique, en mathématiques. C'est là donc, en 1976, je commence la recherche pour l'hélicoptère. C'est en 1984 que j'ai fait un premier vol ascendant-descendant, mais je retombe bêtement parce que j'avais bêtement agi sur le parc collectif. Alors là, je n'avais plus d'argent. Je me déverse finalement dans la construction, dans la recherche agroalimentaire, à étudier comment fabriquer les machines agroalimentaires parce que j'avais un souci. Je suis fils de planteur. Et j'ai vu comment mon père, depuis mon bas âge, il a tellement souffert pour la cacaoculture. Alors ça m'a tellement dérangé que bon, je me suis dit que comme je ne peux plus faire l'hélicoptère, au moins je vais faire la recherche sur la cacaoculture. C'est donc là où je suis rentré. J'ai fait la première invention, c'est le pulvérisateur arroseur, avec brevet d'invention en 2 pays. Bon, après j'ai continué maintenant sur les autres machines, vous allez voir ici. Transformer le cacao de l'écabossage jusqu'au produit fini, ou semi-fini, c'est-à-dire poudre et beurre de cacao. C'est ces machines que vous voyez ici. Bon, ça c'est des cabossages de cacao qui nous permettent, n'est-ce pas, de cabosser 12 tonnes par jour de fèves humides. Avec ça, déjà, on prend seulement le cacao, on y jette, ça écabosse, les fèves sortent ici, là on voit le trou là, et les cabosses, le réduit de cabosse sont de ce côté-ci. Ça c'est le châssis d'un séchoir à clé rotative. Vous allez, je suis en train de recommencer tout à l'heure, là, d'ici un mois on va le finir. Ce séchoir sert à la fois, non seulement ça sèche, ça dépoussière aussi le cacao. Ça enlève toutes les impuretés. Après qu'on ait séché le cacao, on a dépoussiéré le cacao, les fèves, très propres, on l'amène ici, bien sec. On passe dans cette machine qu'on appelle la pelliculose. Elle sert, n'est-ce pas, à enlever la petite pousse du cacao. Ça pellicule et laisse le cacao très propre, prêt à être maintenant torréfié. Torréfié, ça veut dire on le grille à une certaine température pour que l'huile se décante un peu. C'est-à-dire quand on l'a torréfié, on envoie maintenant ça dans le broyeur. Voici le broyeur ici. Voilà le broyeur. Ouais. Dès qu'on envoie dans le broyeur maintenant, on obtient la pâte. De cette pâte alors, nous l'enfournons dans les 2 machines que vous voyez là en bas, appelées pressoirs. Pour presser la pâte. On pressure la pâte.
On pressure la pâte et nous obtenons donc de l'huile. Cette machine nous donne, à une tête de pressuration, ça nous donne 50 à 110 kg de beurre jour. Celle-ci, c'est la plus grande, qui nous donne 300 kg de beurre jour, parce que c'est à 4 têtes de pressuration. Oui. Ça donne 3 à 400 kg de beurre, parce que ça dépend de votre organisation du travail. Mais elle est conçue pour donner 300 kg de beurre jour. Oui, par jour. Bon. Maintenant, quand on a donc fait, vous avez vu tout à l'heure les lingots de cacao, ça sort en boule de ces machines. Dès qu'on s'assoit de ces machines-là, on remet ça dans un autre broyeur, dans ce petit broyeur qui est à côté. Ici. On remet ça soit ici, pour obtenir de la poudre. De cette poudre maintenant, on la met ici. On tamise. On tamise cette poudre. On tamise cette poudre pour avoir maintenant une granulométrie de notre cacao très fine. C'est ça qui va permettre de faire maintenant le chocolat. Ça, c'est un mixeur. On le met dans l'ananas ici dedans, on met un peu de poudre que nous voulons. Ça mixe, ça ressort la pulpe par ici dedans. Déjà filtré et tamisé. Il peut déjà filtrer. Donc, nous voulons arriver à consommer notre cacao dans toutes ses formes. Oh ouais. Donc, on peut le mélanger à l'ananas, on peut le mélanger à l'orange, on peut le mélanger à tout ce qu'on peut mélanger pour en faire ce que nous voulons. Donc, nos machines ne font pas seulement dans le cacao. Le sésame, le ginseng, l'arachide, tous les oléagineux de chez nous, nous les transformons à partir de ces machines. Ça, c'est le sésame. Ça, c'est le sésame. Tout ça, c'est le sésame. Et là, il y a l'arachide. Voici l'arachide ici, très clair. Et là, c'est le sésame. L'arachide. Et ça, c'est le ginseng que je vous ai parlé là. Le ginseng. Et là, c'est les pistaches. Même le mango, nous extrayons dans nos machines. On extrait de l'huile avec. Je n'ai pas tellement fait ça pour mettre des usines en ville. Moi, c'est d'abord les usines bord champ. Je voudrais qu'on ait des usines dans les campagnes. Donc voilà donc l'idée que j'ai eue, n'est-ce pas, pour monter ces usines-là. Ce n'est pas pour mettre seulement en ville, non, c'est pour mettre partout dans le camp. De retour, madame, monsieur, sur le plateau de Vox Live. Alors, je me retourne immédiatement vers vous, docteur Vincent Kondiop, pour poser, entre guillemets, les pieds dans le plat. La question, c'est de savoir pourquoi des gens comme vous, brillants intellectuels, ingénieurs, chercheurs, des grands scientifiques africains, sont rares en Afrique, alors que l'Afrique en a le plus besoin. C'est le continent qui est encore à l'étape basique de son développement et malheureusement, les ressources humaines ne sont pas là. Comment on peut justifier ça? Non, premièrement, enlevant tous les qualificatifs grands scientifiques et autres, je dirais qu'il faut quand même progresser par étapes. Moi, je crois aujourd'hui, nous avons à certains moments progressé trop rapidement au niveau ressources humaines par rapport aux infrastructures dont on avait sur place. Ça veut dire au moment où on avait besoin de techniciens pour pouvoir travailler avec leurs mains et réaliser dans des industries et autres, on a formé des licenciés, des maîtrisards, des docteurs et des ingénieurs. Au moment où on avait besoin de techniciens supérieurs, eh bien, tout le monde voulait faire un DEA ou alors une thèse. Et aujourd'hui, où on a besoin des gens qui doivent normalement nous aider à développer les aspects recherche et développement et donc d'une certaine manière nous apporter le knowledge dont on a besoin pour pouvoir nous développer, malheureusement, on n'a pas les infrastructures pour pouvoir les recevoir, pour pouvoir les faire travailler, ni même les mécanismes, ni même la stratégie, ni même la vision pour faire en sorte que ceux-là puissent apporter quelque chose à notre continent. Malheureusement, les autres l'ont. Donc, qu'est-ce que les autres font? Ils leur offrent des capacités, des possibilités de pouvoir s'épanouir, de pouvoir travailler pour pouvoir aider au développement de ceux-là, contrairement à nous. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez les institutions de recherche dans nos pays, ces institutions n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir se développer convenablement, mais même l'industrie, les sociétés industrielles qui sont ici ne sont pas capables de pouvoir financer la recherche ou la recherche et développement, ou même simplement l'amélioration ou l'adaptation des technologies autres. Donc c'est ça le grand problème. Le problème, c'est d'abord une stratégie appropriée et les infrastructures. Et quand on commence à parler des hommes, les hommes, c'est un plan de développement.
À partir du moment où on a les infrastructures, on fait le plan de développement et on les forme. Mais docteur Kondjo, qui fait les infrastructures? Ce sont les hommes. Si on n'a pas des intellectuels, si on n'a pas des ingénieurs, si on n'a pas des scientifiques, on n'aura jamais des infrastructures. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'exiger les infrastructures alors que les gens qui doivent les construire sont loin? Peut-être que je réfléchis anormalement. Parce que moi, je considère que tout est basé sur le leadership. À partir du moment où il y a un leadership, il y a une vision. À partir du moment où il y a une vision, il y a des stratégies de développement. À partir des stratégies de développement, il y a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est avoir des docteurs et autres. Je vais vous donner un exemple. Il y a exactement en 2009, 3 personnes sont venues dans mon bureau. 3. Un était ingénieur en génie atomique, formé à Texas A&M. Il n'avait même pas 2 années d'expérience. Les 2 autres, c'était un financier. Et le 3e, c'était quelqu'un qui avait fait des études de droit. Me disant, nous sommes venus parce que notre pays voudrait construire des centrales nucléaires pour la production énergétique. C'était les Émiratis. Leur leader avait décidé qu'ils allaient construire des centrales nucléaires. Ils avaient un seul ingénieur en physique nucléaire. Nous sommes en 2017, ils sont en train d'en construire 4 qui vont mettre en opération. Ils ont plus de 200 ingénieurs en génie atomique, ils ont des spécialistes en ingénierie nucléaire, ils ont des spécialistes électriciens pour pouvoir opérer, ils ont des opérateurs formés et ils vont y travailler. D'accord. Alors, docteur Njankwa, est-ce que vous partagez l'avis du docteur Kondjo qui pense que le problème est davantage une question de leadership et de vision? Ça veut dire que les dirigeants africains, pour la plupart, n'ont pas de vision et ne sont pas des leaders. Bon, moi, je crois qu'en Afrique, nous sommes attrapés dans un cycle de médiocrité. Donc, ça veut dire que pour former, pour construire les infrastructures, il faut d'abord un financement. Je suis d'accord qu'il faut le leadership et tout, mais il y a d'autres paramètres qu'on doit mettre ensemble pour d'abord sortir là où on se trouve, donc dans la pauvreté, dans ce cycle-là. Donc on est dans un recyclage de médiocrité à chaque fois. Donc pour moi, pour changer, pour bouleverser le système, il faut d'abord que les Africains comprennent d'abord ce que c'est, et d'abord changer la façon d'éducation. Parce que notre système éducatif est basé sur la théorie. Nous prenons les titres et tout ça, mais sans rien faire. Mais on le dit depuis. Moi, j'ai envie de dire, c'est un discours qu'on entend tout le temps. Il y a une adéquation entre le système éducatif et le marché de l'emploi. Il y a une adéquation, comme le disait le docteur Kondjo, avec les cycles de formation. Quand on avait besoin des techniciens, on formait des fonctionnaires. Quand on a eu besoin, effectivement, des chercheurs, on a formé des techniciens. Donc, est-ce que ça ne revient pas à ce que disait le docteur Kondjo? Il n'y a pas de vision, c'est de la navigation à vue, on est dans du bricolage à chaque moment. Il n'y a pas de vision, mais il appartient à qui d'apporter cette vision? C'est là où se pose la vraie question. Est-ce qu'on doit attendre seulement le gouvernement ou bien les gens doivent prendre l'initiative pour commencer des choses qui peuvent transformer la société? Donc ce n'est pas une question facile parce que on voit partout en Afrique, on a presque dans le même problème. Peut-être en dehors de quelques pays qui ont... Oui, justement, parce que j'ai envie de dire, et je vais donner la parole au docteur Wacho, évitons de parler, docteur Fotio, autant pour moi, évitons de parler de l'Afrique comme un bloc monolithique. Il y a plusieurs Afriques, parce que si on prend par exemple les pays du Maghreb ou encore l'Afrique du Sud, il y a quand même là-bas une nette évolution. Alors, docteur Fotio, quel est votre regard sur ce qui vient d'être dit? C'est quoi le problème selon vous? Pourquoi on n'y arrive pas? Bon, le problème, c'est que certaines personnes se comportent comme si le Cameroun était pour eux juste un territoire de passage. Oui, pas seulement le Cameroun, parce que c'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour le Tchad, c'est vrai pour la Côte d'Ivoire, pour la République démocratique du Congo. C'est un problème global que rencontrent les Africains. Oui, je dois vous avouer qu'en 2008, il y a un ami qui était revenu de l'Allemagne. Bon, on l'avait recruté pour servir au Cameroun. Il est arrivé là, trouver les infrastructures qui étaient en place, c'était tellement minable qu'il s'est dit qu'il ne pouvait pas exploser en restant au Cameroun. Il a dû repartir. Il a préféré rentrer. Donc il y a de la main d'œuvre, mais parfois certaines personnes se disent si je rentre au Cameroun, je serai mal utilisé, sous-utilisé.
Et généralement, chez nous, nos chercheurs ont l'habitude d'aller travailler à l'extérieur parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour travailler. Et comme vous avez parlé de l'Afrique, évidemment, il y a certains qui vont au Maroc parce qu'au Maroc, on trouve plus d'infrastructures par rapport au Cameroun. D'autres s'en vont plutôt en Afrique du Sud. Donc lorsque vous décrochez une bourse pour aller en Afrique du Sud, c'est comme si vous avez gagné un grand championnat ou bien pour aller au Maroc. Pourtant, c'est 2 pays africains. Justement. Alors, Dr Konjo, je reviens vers vous parce que il faut qu'on arrive définitivement à démêler les chevaux parce que voilà le paradoxe. Vous avez des scientifiques qui ont été formés dans les meilleures universités au monde, qui sont au même niveau et qui ont un bagage qui respecte les standards internationaux. Ils reviennent, pour certains, ne sont pas tous à revenir dans leur pays d'origine et déplorent le manque d'infrastructures et repartent. Moi, je vais vous dire, j'ai commencé ma carrière dans les aspects recherche et développement. J'ai jamais eu un équipement neuf. Et je connais des laboratoires en Afrique qui ont des équipements que j'ai jamais vus dans un laboratoire européen. Je ne dis pas qu'ils ont toujours les meilleurs équipements. J'ai vu des laboratoires en Afrique super équipés où personne ne travaillait. Et moi, j'ai connu des laboratoires en Europe où ils n'avaient aucun équipement neuf. Ils avaient des équipements des années 70-80 qu'on retapait, qu'on améliorait et qui fonctionnaient. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas les équipements. Parce que les équipements neufs, si vous regardez les budgets qui sont mis en œuvre ici, ou alors les institutions internationales, ce qu'elles apportent et autres, il y a des équipements, oui, deux fois même, qui sont inadaptés. Mais il y a des étudiants qui, quand ils vont vous entendre, ne seront pas d'accord, parce que quand vous faites un peu le tour, notamment des laboratoires de chimie, puisqu'on a un à l'université j'allais y revenir. Par exemple, on se rend compte que les étudiants sont abandonnés eux-mêmes, même des laboratoires d'informatique, on a du mal à trouver du matériel. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il y a un problème d'équipement. J'allais y revenir. C'est qu'à côté de ça, vous allez trouver des équipements qui sont peut-être au maximum, au niveau le plus élevé. Vous allez vous rendre compte qu'il manque un tournevis adapté pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse maintenir cet équipement-là. Et c'est là où je reviens encore sur ce que je disais, le problème de leadership. Et quand on parle de leadership, les gens ont toujours tendance à parler des gouvernements et autres. Les gouvernements, souvent, c'est des nommés. C'est pas ça, c'est pas de ce leadership qu'on parle. C'est le leadership africain. Je vais vous donner un exemple. Il y a encore quelques années, et je vous dis, je n'étais pas le seul, il y a beaucoup d'autres Africains, et même beaucoup d'autres Européens, qui pour eux le faisaient par rapport à l'aspect lucratif, ça rapporte l'argent, qui ont considéré, après une certaine analyse qu'aujourd'hui, l'Afrique, au niveau où l'Afrique se retrouve, il est important de trouver des solutions énergétiques. Je reviens sur l'énergie parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Au niveau des solutions énergétiques, de pouvoir évoluer dans un certain sens. Les institutions internationales, financières et autres ont dit c'est du n'importe quoi, ça n'a aucune valeur. Les gars ont maintenu le cap. Il y a eu la chance aujourd'hui d'avoir au niveau par exemple de la BAD des gens qui sont venus et qui regardent l'aspect énergétique d'une autre manière. Eh bien, on est en train de suivre une voie qui pour moi, je considère n'est pas la panacée, mais qui est une des bonnes solutions pour l'électrification de l'Afrique. Parce que des Africains, des enfants de l'Afrique et autres se sont dit, voilà la voie. Ils n'ont pas suivi tout ce qu'on leur a dit, toutes les remarques négatives, les insultes en disant mais ça ne pourra rien faire. Et même d'autres Africains. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai trouvé des gens, et heureusement, je venais d'un milieu complètement différent, qui disaient, oui, mais le système solaire, on nous insulte et tout. Non, le système solaire ne nous insulte pas. Il permet de faire en sorte que des gens qui sont dans des zones inaccessibles, qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas payer notre électricité, qui ne peuvent pas prendre une ligne Eneo et payer 80 000 et autres, qui puissent avoir accès à l'électricité. Mais ce n'est pas la solution pour nos pays, mais c'est une des solutions qui permet de régler un problème. Et je reviens maintenant sur les aspects recherche et développement et autres. Premièrement, aujourd'hui, je dirais la recherche, comme certains la font en Afrique. Je suis désolé de le dire, et ce n'est pas péjoratif. Moi, j'ai plus l'impression qu'on a beaucoup trop de post-doctorants. Des gens qui ont fait des doctorats en Europe et qui tous les jours repartent voir leurs anciens maîtres pour refaire de la recherche adaptée à ces pays-là. Et là, je reviens encore, leadership et stratégie. Parce que si ces gens-là étaient dans un système qui leur disait, voilà, nous sommes au Cameroun, l'année 2018,
sera axé sur l'amélioration du manioc. Et qu'ils ont fait une thèse pour l'amélioration du maïs. Mais ils savent que l'année 2018, amélioration du manioc, ça veut dire que tous les budgets vont être peut-être réorientés sur l'amélioration du manioc. S'ils travaillaient sur les techniques moléculaires ou les techniques radiochimiques ou importe, ils se canalisent sur ça, on améliore notre manioc, on produit davantage plus ce manioc-là et on évolue à autre chose. Donc je reviens toujours sur la même base, c'est la direction. S'il n'y a pas la direction et autres, eh bien, on navigue à vue. Alors, docteur Diankwa, on a rencontré certains, justement, étudiants, chercheurs, scientifiques africains qui sont partout dans le monde, en Europe notamment, qui travaillent dans des grandes universités, travaillent dans les multinationales. Ils ont toujours une explication pour ne pas justifier leur retour, c'est que le cadre n'est pas approprié, et même quand ils reviennent, ils sont très mal payés. Et ceux-mêmes qui veulent revenir par patriotisme estiment que le système n'est pas adapté. Alors, comment on résout ce problème-là? Je vous prends un exemple basique. On est en Afrique, on sait qu'il y a par exemple des problèmes, on manque de médecins dans nos hôpitaux, alors qu'on a plein de médecins africains qui sont des meilleurs spécialistes dans des hôpitaux occidentaux. Alors, le paradoxe, c'est que certains Africains sont obligés d'aller en Europe se soigner, par exemple. Donc, je crois qu'on doit se réconcilier avec la diaspora africaine. Pourquoi? Parce que, je dis le cas du Cameroun, je ne crois pas qu'il y a des structures sur place pour être en communication permanente avec la diaspora. Si, au ministère des Relations extérieures, il y a toute une direction consacrée à la diaspora. Oui, mais est-ce que cette direction est fonctionnelle? Ce n'est pas une direction, c'est une division. Une division. D'accord. Mais bon, donc il y a ce problème de manquer de communication réelle entre la diaspora et les dirigeants du pays. Je vais te donner, il y a aussi des aspects politiques, n'est-ce pas? Il y a pour que quelqu'un soit à l'aise à la diaspora, les gens doivent avoir une nationalité étrangère. C'est normal. Si tu es aux États-Unis, en France, et tu veux avoir un travail stable, une famille, il faut demander la nationalité française ou américaine. Mais chez nous, quand tu demandes cette nationalité, tu ne deviens plus criminel parce qu'on n'accepte pas la double nationalité. Le fameux problème de double nationalité. Donc, il faut qu'on revisite cette situation pour comprendre pourquoi les gens acceptent la nationalité pour abandonner la nationalité camerounaise. Donc, comme vous l'avez dit, oui, il y a des médecins, non seulement des médecins, mais si vous faites une analyse, vous allez voir que les Africains ils sont mieux classés là-bas par rapport aux indigènes. Donc, j'ai vu des chiffres qui disaient que à peu près 35% des Africains ont au moins une licence. Et donc, il y a aussi des doctorats, les masters parmi. Oui, ils sont très bien formés, ils sont parmi les meilleurs de leurs universités, mais ils servent à tout le monde, à tous ces pays, mais pas au continent africain. Ils envoient globalement 32 milliards en Afrique. Ouais. Mais cet argent n'est pas utilisé, n'est pas orienté vers la création. Oui, mais pour la plupart, pour aider leur famille, pour aider leurs parents, c'est pas avec ça que l'Afrique va se développer. Oui, justement, c'est cela qu'on a besoin de structures pour vraiment encadrer cette situation. Parce que si dans les 32 milliards, on peut même, disons, 10 milliards pour entrer dans des structures formelles pour vraiment créer la richesse. Je crois que là-bas, ça peut aller, ça peut commencer à faire un peu de changement. Et donc je crois que la communication doit être réelle. On doit aussi les écouter pour voir ce qu'ils demandent là-bas, la diaspora, qu'est-ce qu'ils veulent. Et si on accorde sur quelque chose, peut-être la double nationalité, ça va encore attirer l'investissement. Et puis, quand quelqu'un à la diaspora envoie son argent même à sa famille, n'importe qui, cette situation n'est pas protégée. Même si vous commencez un business, il n'est pas sûr que ça sera bien géré. Or, s'il y a une structure en place pour gérer cette situation, ça peut quand même changer et faire en sorte qu'on évolue vers la direction qu'on veut. D'accord. Alors, pour sortir sur cette première partie, docteur Fochowi, vous voulez ajouter quelque chose? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont mal informées
vous avez votre doctorat ici, on vous dit que c'est mieux à l'extérieur, mais parfois c'est pas toujours mieux. Les gens vont là-bas, ils font même plus de la recherche, parfois ils se trouvent à faire un travail qui n'a même rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Oui, c'est un autre problème qu'on reproche à la diaspora africaine. Vous avez des gens qui sont extrêmement bien formés, qui n'ont pas forcément trouvé du travail, mais qui préfèrent faire ce que les gens appellent les métiers de seconde catégorie. Ils préfèrent faire du ménage, mais ils restent là alors qu'ils sont titulaires des gros diplômes. Et parfois, quand ils envoient de l'argent au pays, ils ne disent même pas que cet argent a été obtenu de manière très difficile par rapport à ce que je sais faire. Donc c'est là le problème. Alors la responsabilité politique se situe à quel niveau? Parce que le docteur Ndiakwa parlait justement du manque de structure, du manque de cadre, du manque d'encadrement. On a vu par exemple plusieurs pays, notamment des pays asiatiques, qui ont beaucoup compté sur leur diaspora pour se développer. Ils les ont envoyés se former, ils ont mis en place un mécanisme obligeant quasiment au retour. Et tous ces pays-là aujourd'hui sont des producteurs d'automobiles, sont des producteurs d'énergie. Alors est-ce qu'en Afrique, ce n'est pas ça le réel problème? Est-ce que ce n'est pas un manque de vision politique, un manque de responsabilité politique, un manque de stratégie pour justement se servir au mieux de cette diaspora que l'on dit très bien formée? Il y a aussi surtout le manque de volonté. Certaines personnes se demandent ce qu'elles vont gagner après avoir signé par exemple un papier qui autorise qu'on achète un matériel. Donc tout cela, ça bloque. Parfois vous avez un bon projet, mais vous n'arrivez pas à réaliser votre projet parce que quelque part quelqu'un vous a mis les bâtons dans les roues. Donc c'est ça qui fait aussi la difficulté. Mais on va sortir de ça, docteur. Comment on sort de ça? Parce que c'est une situation qui est à la limite alarmante. À chaque fois, on a le même discours sur l'Afrique. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui nous dirigent sont atteints d'une cécité intellectuelle? Est-ce qu'il n'y a pas un sursaut d'orgueil qui peut naître d'un endroit à un autre? Parce que, de manière bête, on se dit... Imaginez ce que serait l'Afrique si l'Afrique avait pu récupérer au moins 50% de sa ressource humaine qui se trouve aujourd'hui disséminée à travers le monde. J'aimerais déjà dire, j'ai arrêté de réfléchir tous ceux qui nous dirigent, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils ont été élus parce qu'on a considéré qu'ils peuvent faire certaines choses et autres. Et donc, moi, j'ai arrêté de réfléchir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Moi, je réfléchis aujourd'hui qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, j'avais une carrière, j'ai démissionné pour pouvoir me retrouver à faire quelque chose que je trouvais comme étant approprié pour moi. Ce n'est pas forcément approprié pour tout le monde, mais c'était approprié pour moi et ça progresse d'une certaine manière. Moi, ce que je voudrais dire, je reviens, j'étais il y a à peu près un mois en Égypte pour les aider à bâtir une capacité industrielle au niveau stratégique et autres. Parce qu'ils ont des ambitions par rapport à certains types de développement industriel et autres, et il leur faut une certaine stratégie. Là, j'arrive du Kenya exactement à peu près pour les mêmes raisons et autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et on n'a pas réinventé la roue. Regardez ce qu'ont fait les Coréens juste après la guerre. Ils ont envoyé un certain nombre de personnes en Occident, dans tous les pays du monde. On les a suivis. Certains, on les a même aidés à trouver du travail. Et à un moment où on avait besoin d'eux, on les a fait venir pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Je reviens donc par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la double nationalité. Ne serait-ce que, moi je ne vais même pas loin, à nos enfants. Quand il faut que je commence à chercher les visas pour faire venir mes enfants dans mon pays et autres, et pourtant je sais que comme ils sont en France, si je veux les amener en Belgique et autres, et bien, juste la voiture ou bien l'avion et puis le problème est réglé. Ouais. Si je veux les amener aux États-Unis, il n'y a absolument aucun problème. Quand il faut les amener ici, il faut commencer à se dire, et comme nous, on est lyonnais, et bien, il faut commencer à monter à Paris pour pouvoir leur prendre un visa et autres. C'est quand même assez gênant, mais je mets ça de côté. Il faut une stratégie. Et quand vous avez parlé de direction, moi j'ai insisté division pour dire déjà que par rapport à ce que je vois, je vis aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, où je me déplace d'un pays à l'autre. Parce que certains me demandent, mais pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Je dis, mais si je suis à Dakar, je veux faire mes affaires à Abidjan, juste à prendre l'avion. Si je suis ici, dernièrement, je voulais aller à Kinshasa. J'avais un passeport camerounais, je ne savais pas qu'il fallait un visa pour aller à Kinshasa. Je n'ai pas voyagé et j'ai perdu un billet d'avion de Dakar.
Parce que pour moi, j'étais sûr et certain qu'en étant Camerounais, j'entrerais à Kinshasa sans problème. Et quand j'ai voulu demander le visa, il a fallu, heureusement, l'intervention de l'ambassadeur du Cameroun à Dakar pour pouvoir avoir mon visa en un jour. Il n'aurait pas intervenu que je ne l'aurais pas eu. Donc voilà déjà un certain nombre de points. Mais maintenant, je reviens à peu près sur comment est-ce que d'autres se sont organisés. Aujourd'hui, je vois en Afrique de l'Ouest, même par rapport aux carrières internationales dans certains pays, ils savent comment placer leurs enfants. Et quand je dis placer leurs enfants, c'est les mettre quelque part dans des positions appropriées pour que ceux-là apprennent. Au bout d'un certain temps, ceux-là reviendront ici. La majorité, la quasi-totalité des Camerounais qui sont à l'étranger, et pour certains qui ont des postes très très élevés, n'ont aucune reconnaissance vis-à-vis du Cameroun. Parce qu'ils diront, mais le Cameroun ne m'a pas aidé pour être là. Mais si c'est le Cameroun qui travaillait, et si c'est le Cameroun, ça veut dire que le ministère des Relations extérieures a une structure appropriée pour aider ses enfants à se placer, aider ses enfants à aller faire les études à l'étranger, aider ses enfants à avoir une meilleure visibilité du marché du travail à l'étranger et aider ses enfants à se dire, voilà, il y a des bonnes opportunités au Cameroun ou en Afrique, ce serait encore un pas de plus, un pas meilleur par rapport à ce que nous retrouvons aujourd'hui. Mais je n'enlève en aucun cas la responsabilité aussi à ceux-là. À ces chercheurs, parce que j'ai envie de dire... À ceux-là qui sont là-bas et qui à certains moments ne pensent pas que qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter. Ce que je voulais dire justement, docteur Konjo, pour terminer là-dessus, c'est qu'on a quand même l'impression aussi que les Africains sont un peu attentistes. La plupart estiment qu'on doit leur dérouler une forme de tapis rouge pour qu'ils reviennent, alors qu'ailleurs, on voit des gens qui prennent des initiatives, qui prennent des risques. Vous avez parlé de votre cas, il y a d'autres exemples que l'on peut prendre pour démontrer en réalité que la solution n'est peut-être pas d'attendre toujours que les politiques qui ont un agenda que l'on ne comprend pas toujours, qui ont une philosophie qu'on ne comprend pas toujours, fassent des choses. Est-ce que, docteur Nankwa, il n'y a pas aussi un manque de mobilisation, un manque même de responsabilité de ces Africains-là qui trouvent rapidement des excuses pour justifier qu'ils ne s'intéressent pas au continent ou qu'ils s'en éloignent? Mais je vais donner un petit exemple. Un infirmier aux États-Unis gagne à peu près 60 000 $ par an. Si celui-là rentre au Cameroun, est-ce qu'il va accepter d'être infirmier au Cameroun? Mais le problème, c'est que la vie au Cameroun et aux États-Unis, c'est pas la même chose. C'est pas le même train de vie. Et en plus de cela, j'ai envie de dire, quand vous voyez ce que les Asiatiques font comme effort quand il faut rentrer chez eux, ce n'est pas toujours l'appât du gain. Il y a aussi une dimension de au développement de son pays. En économie, il y a l'aspect des marchés libres. Ça veut dire que c'est à nous de créer les situations idéales pour attirer soit les investisseurs, soit la diaspora. Donc ce n'est pas suffisant de dire qu'ils ne sont pas mobilisés. Il faut d'abord que nous faisons ici une économie attirante qui attire les gens. Dans le classement Doing Business, regarde l'Afrique, la zone Afrique centrale, c'est parmi les derniers pays dans le classement Doing Business. Ça veut dire les taxes, les impôts sont tellement élevés. Tous les éléments qui peuvent favoriser un environnement de l'affaire ne sont pas là. Il y a aussi le classement de la bonne gouvernance, Ibrahim Index. Les mêmes pays, dans les mêmes zones, sont toujours derniers. Oui, donc, là où je serais quand même un peu opposé, l'aspect le plus important. Moi, je connais des gens aujourd'hui... Pourtant, c'est un aspect qu'on met souvent en avant. Non. Moi, en tout cas, que moi, je ne mettrais pas en avant. Surtout que je connais beaucoup de gens qui m'entourent d'une manière ou d'une autre qui seraient prêts à revenir ici avec des salaires beaucoup plus faibles. Maintenant, en réalité, aujourd'hui, ce que moi, je conseillerais aux gens, c'est de venir ici avec une initiative. Pas à rechercher un salaire, mais à rechercher une initiative pour pouvoir se développer soi-même. Malheureusement, c'est très risqué et surtout prendre ce genre de risque, c'est souvent très difficile. Mais moi, je dirais aujourd'hui, je vivais en Europe avec une somme qui était quand même assez élevée. Aujourd'hui, j'arrive à vivre en Afrique avec 200, 300 000 et autres, et je ne dirais pas que je vis le plus mal possible et autres. Et en même temps, il y a un certain nombre de choses que nous vivons dans notre continent qui font en sorte que le salaire ne doit pas et ne devrait pas être le problème, je dirais qu'on devrait mettre en avant. Surtout que le niveau de vie
est beaucoup plus faible ici. Quoique, aujourd'hui, manger dans un restaurant à Douala, c'est 10 000 à 15 000. Bon, ça dépend du genre de restaurant aussi. Et je mange aussi avec 10 euros, 15 euros à Paris. Donc, les prix sont à peu près les mêmes. Ça dépend d'où vous allez à Douala. Parce qu'il y a des gens à Douala qui mangent encore à 500 000 francs. Ça devient compliqué. Oui, docteur Dankwa, vous terminez. Oui, c'est juste pour montrer qu'un infirmier est bien placé dans la société. Parce qu'il y a aussi le professeur d'université qui ne gagne pas beaucoup plus que l'infirmier. Je vais justement montrer cet exemple. Mais pour moi, il y a d'autres aspects géopolitiques qui font en sorte que tous les pays voisins se trouvent toujours dans la même situation. Je veux dire que l'Afrique sous-saharienne se classe quelque part, le Maghreb et quelque part les pays asiatiques, l'Europe. Donc il y a une force invisible qui joue un rôle. Une force invisible. Oui, oui. Là, je peux vous expliquer un peu plus, mais cette force-là fait en sorte que nous nous trouvons là où nous nous trouvons. Pour sortir de cette zone, il faut une action coordonnée entre tous les pays. Donc je vois déjà la Chine, l'Afrique qui entre en business avec la Chine pour pouvoir avoir le financement et tout ça sur le projet. C'est déjà une bonne chose, mais il faut toujours chercher à sortir de cette zone en bloc. Voilà. Parce que, alors, moi, je voulais juste... Je n'avais pas terminé mon raisonnement. Arrêtez mon raisonnement. Le problème que je trouve le plus grave, c'est ici, aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent être à un certain niveau même de responsabilité, un cadre supérieur en Europe ou aux États-Unis peut mener une vie, envoyer ses enfants à l'école et pouvoir se faire soigner. Un cadre supérieur ici, ou un haut cadre en Afrique, fonctionnaire et autres, peut se retrouver à ne pas être capable d'envoyer son enfant à l'école. Donc il se retrouve à chercher des moyens illicites pour pouvoir être capable d'envoyer son enfant à l'école. C'est ça le grand problème. Le problème n'est pas le niveau de salaire ou la différence de salaire, c'est le niveau de vie que quelqu'un qui est par exemple infirmier aux États-Unis, qui gagne une certaine somme pour pouvoir vivre décemment et autres, cet infirmier qui se retrouve ici ne peut pas vivre. Justement, et à côté, on va retrouver d'autres personnes qui n'ont pas le même background, les mêmes responsabilités, les mêmes capacités même professionnelles ou même les mêmes responsabilités, qui vont se retrouver avec des sommes énormes et vont même narguer ceux qui sont battus dans la rue. Ça revient, Dr Fotso, à ce que Dr Dankwa parlait, d'un problème de gouvernance de manière générale. Et ce que j'ai envie de dire, c'est, est-ce qu'un retour massif de la diaspora ne permettrait pas justement de changer? Parce que c'est difficile de combattre étant à distance. Est-ce que si cette diaspora estime qu'ils sont tout autant africains que les autres, qu'ils ont tout autant de droits et décident de rentrer de manière massive avec leurs idées, leurs projets, leurs initiatives, ils ne vont pas forcer les choses et changer la donne réellement? Okay. Bon, je rejoins ce que Dr Njau a dit tout à l'heure, parce que si vous revenez n'ayant pas déjà quelque chose à faire, ce sera plus compliqué. Donc, il ne faut pas venir pour chercher le travail en Afrique. Donc lorsque vous venez, si vous avez déjà quelque chose, que vous avez un projet, si vous avez un projet, je sais, je rentre parce que j'ai quelque chose à faire pour mon pays, là ça marche. Mais si vous rentrez, je rentre pour chercher le travail au pays, ce sera compliqué. Parce que sur place même, nous en avons aussi qui cherchent le travail. Voilà, et justement, sur la même chose, parce qu'on parle beaucoup de la diaspora qui doit revenir, mais il ne faut pas perdre de vue, et je crois que vous serez d'accord avec moi, on a aussi beaucoup de nos intellectuels, beaucoup de nos scientifiques, beaucoup de nos ingénieurs qui, eux, font le chemin inverse, qui cherchent à partir tous les jours. Vous avez pris l'exemple aujourd'hui où, dans les universités, vous avez des gens qui, dès qu'ils obtiennent une bourse pour partir, pour eux, c'est la panacée. Conséquence, dans les centres de recherche et dans les universités, on manque d'enseignants, on manque de chercheurs. Oui, parce que c'est celui qui part normalement, si partait, si c'est le Cameroun qui l'a envoyé faire ce travail à l'extérieur, pour moi, si on pouvait signer quelque chose comme un engagement, avant de partir, vous signez, bon, je vais parce que je vais faire telle chose, je m'engage à revenir pour qu'on profite ensemble de ce que je suis allé faire, ce serait merveilleux. Mais si vous partez et puis dès que vous arrivez là-bas, vous coupez le pont, le pays ne peut pas profiter. Oui, docteur, je vais ajouter qu'un retour massif est impossible. Impossible parce que les éléments ne sont pas sur place pour attirer les gens. Mais il faut créer les éléments. Moi, j'ai toujours ce problème quand je suis avec ceux de la diaspora. Qui va les créer, ces éléments? Qui va créer le cadre? Qui va changer le leadership? Qui va le faire? Si tout le monde reste à l'extérieur et dit il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'éléments, les conditions ne sont pas réunies, mais ça ne va jamais bouger. Donc on est dans une quasi-fatalité. C'est pour cela qu'on doit commencer à changer d'abord
l'environnement ici, l'environnement d'affaires, l'environnement de Docteur Dankwa, qui change cet environnement? Il est établi que ceux qui sont là n'ont aucun intérêt à le changer. Mais c'est nous tous. Ça veut dire que c'est une responsabilité qui incombe à ceux qui sont ici et à ceux qui sont à l'extérieur. C'est tout le monde qui doit se dire aujourd'hui et surtout se poser une question très simple. Chaque jour, moi, je suis toujours surpris quand je rencontre un ministre africain qui fait le malin dans des grands hôtels parisiens et autres, et qu'à côté, il est en train de voir la télé où on a nos fils, nos enfants, nos frères et sœurs qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Il se pose quelle question? La seule question qu'il devrait se poser, qu'est-ce que je peux faire pour que ces enfants ne meurent plus là? Parce qu'il n'a aucune valeur. Le petit français balayeur ou anglais qui le rencontre se dit, mais regarde-moi ce pauvre type qui me donne du pourboire et pourtant ses enfants meurent dans la Méditerranée. Donc à partir du moment où on a cet électrochoc et qui me surprend que nous ne l'ayons toujours pas, et aujourd'hui, à partir du moment où on a cet électrochoc, ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici doivent changer la situation. Moi, je vais encore donner un exemple parce que je peux faire la plupart... C'est mieux pour nous, les spectateurs, qu'on soit pragmatique. Quand on voit de manière très concrète un pays comme les États-Unis, et je regarde une technologie que je connais un peu, c'est le nucléaire. Si vous regardez, toute la science nucléaire a été faite par les Européens et toute l'ingénierie nucléaire a été faite par les Américains, mais des Européens. Parce qu'il y a eu un moment, ils se sont dit, bon voilà, si on doit se développer ici, il nous faut ça. Et comme il y avait une certaine problématique, on a fait venir la totalité des spécialistes de l'extérieur pour les faire devenir américains et réaliser ce qu'ils avaient envie de réaliser. Aujourd'hui, nous, nos enfants, nos grands frères, nous-mêmes et autres, on est en train de partir. C'est une perte sèche pour nos pays. On doit s'en rendre compte. Donc quand on a ici un comportement où je dirais même on a une certaine haine vis-à-vis de la diaspora, en réalité la diaspora c'est une perte. La diaspora devrait simplement être un parcours qui permet à ce que les gens aillent s'initier pour avoir un certain nombre de bases et qu'on les fasse venir. Donc ce pays devrait avoir un attrait, il devrait avoir une certaine attraction de tous ceux qui sont à l'étranger et ceux-là aussi devraient se dire à certains moments je suis là en train d'apprendre un minimum et il faut que je rentre. Mais aujourd'hui, on a fait de la diaspora des gens qui partent en disant « je ne reviens plus jamais dans ce pays ». Est-ce qu'il n'y a pas une dimension complexe? Parce que le docteur Fotio parlait justement de ceux-là de la diaspora qui pensent justement qu'il faut forcément rester aux États-Unis, être enseignant à la Sorbonne à Paris pour avoir une certaine valeur dans la société. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce mur de complexe qu'il faudrait briser pour que les gens se disent qu'ils ont une part de responsabilité sur le changement de leur continent? Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension docteur Dankwa qui joue aussi? Ouais, je ne sais pas, mais je crois que si la diaspora veut vraiment venir faire un changement comme lui, moi-même j'étais aux États-Unis pour 9 ans. J'ai décidé de rentrer ici pour travailler ici. Pour moi, il n'y avait pas de complexe, c'était un choix. Donc j'ai voulu rentrer pour contribuer au développement de mon pays. Mais je crois que en dehors de ça, je vois, quand je parle il y a trois choses importantes. Il y a la technologie, le financement et les ressources humaines. Donc, pour avoir le financement, il faut la technologie. Ça veut dire que quand vous avez la technologie, vous pouvez créer des recherches, vous pouvez créer des projets qui vont faire en sorte que le financement entre. Mais et aussi, pour avoir le financement, il faut la ressource humaine, les gens qui peuvent travailler. Donc, on est dans une situation où on a trois éléments dont on doit se lever un pour que les autres décollent, mais les trois là sont bloqués sur place. Tous les trois éléments sont bloqués. Oui. Donc c'est pour cela que quand on lance un projet, qui gagne ça, c'est les entreprises chinoises, c'est les entreprises européennes, parce qu'ils ont la technologie. Avec la technologie, ils peuvent faire des routes, ils peuvent construire des stades et tout ça. Or, nous sommes là. Et le coût aussi, la route Douala-Yaoundé, ça coûte combien de milliards? C'est tellement important. Mais s'il y avait la technologie ici, on pouvait faire ça peut-être tellement moins cher. Docteur Konjok-Sam n'est pas totalement d'accord. Non, je ne suis pas totalement d'accord, mais je vais revenir déjà sur le deuxième point, après je reviendrai sur le premier point. Aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas, et je reviens toujours sur la vision. Je suis à Dakar, j'assemble mes onduleurs solaires et mes systèmes solaires à Dakar. Ma société a été créée en 2015. Quand je m'en vais répondre à un appel d'offres, on me demande 3 années d'existence et tout cela. Donc quand la société chinoise vient, ce n'est pas parce qu'elle a la technologie. J'ai une technologie
qui peut être aujourd'hui plus adaptée aux réalités locales, mais on va la sélectionner. Voilà une première raison qui ne nous permet pas, parce qu'on a mis des systèmes pas appropriés. Cet exemple, pourquoi on va préférer l'entreprise chinoise, l'entreprise française à une entreprise africaine? Elle a un chiffre d'affaires supérieur au mien. Cette société-là existe depuis plus de 3 ans. Moi, je n'existe pas depuis plus de 3 ans et autres. Ça, c'est un point. Le deuxième point aujourd'hui, moi, je vous donne un exemple. Quand je commande, par exemple, un certain nombre d'équipements pour pouvoir faire mes assemblages et autres, c'est des petits points et autres, et je reviens, taux de douane, chaque produit, 20-30% et autres. Si je m'en vais, j'achète un système solaire complètement fabriqué en Chine ou en France et autres, système solaire, exonération de droits de douane et tout cela. Donc ça veut dire que ce système solaire est beaucoup plus compétitif. Il n'y a pas de stratégie. Aujourd'hui, notre système douanier n'a absolument pas réfléchi pour pousser les gens à créer une activité industrielle et permettre à ce qu'il y ait des réalisations ici. Pourtant, j'ai des gens que j'ai recrutés, j'ai de la main-d'œuvre supplémentaire qui travaillent pour faire cet assemblage. Mais si j'achète ce produit fini à l'étranger, il me revient moins cher en prix de revient. Ça, c'est un problème stratégique. Là, je voulais revenir aussi sur un premier point par rapport à ce que vous avez mentionné. Je l'ai même un peu... Par rapport à l'exemple sur les routes et... Sur les routes et autres. Quand nous avons eu un fuel lourd, ici, nous avons un fuel lourd. Ça veut dire que notre pétrole nous permet d'une certaine manière de faire de l'essence, du diesel et autres, mais d'avoir aussi la possibilité, si on avait regardé le système de manière intégrée, de se dire on peut fabriquer des déchets de ce pétrole, faire du goudron. Pourquoi on ne le fait pas? Bon, je fais abstraction du fait que notre fuel lourd est raffiné ailleurs et que nous sommes obligés d'acheter. Ça, c'est des points stratégique uniquement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, et beaucoup de gens en parlent, mais la plupart du temps ne regardent pas, ils parlent stratégie comme cela et autres. Moi, je crois aujourd'hui il faudrait que nous nous asseyons, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont ici, ceux qui réfléchissent et ceux qui ne réfléchissent pas, parce qu'il y a une réalité locale aussi qu'il ne faut pas ignorer, qu'il faut prendre en compte et autres. Et qu'on essaye de commencer à réfléchir et qu'on se focalise et qu'on fasse pas à pas un certain nombre d'activités et qu'on puisse d'une certaine manière se développer. Mais le système aujourd'hui, c'est que chaque fois qu'on veut régler un problème, parce que peut-être au niveau de la douane, il y avait des gens qui faisaient une certaine escroquerie, je ne sais pas quoi, et bien on trouve une solution, mais la solution n'est pas là pour nous aider. C'est ce que les anglo-saxons appellent, on est dans un système de damage control. Pourtant, on devait être dans un système de prévention, d'anticipation, de préparation. Et à partir de ça, mettre en œuvre. Nous, on est tout le temps en train de mettre en œuvre. Moi, je suis surpris en Afrique, on parle toujours de projet. Toujours, vous allez voir un ministère, oui, on a tel projet. Vous voyez un plan stratégique, vous ne voyez que la liste des projets et autres. Mais on ne fait pas un pays avec les projets. On fait des pays avec des programmes intégrés sur 20 ans, sur 30 ans. Une planification énergétique, c'est minimum 25 ans. Donc vous savez, vous regardez vos ressources complètes, vous regardez ce que vous avez dans le sous-sol, comment vous allez l'exploiter. Vous avez du pétrole, qu'est-ce qu'on va utiliser pour utiliser au niveau des voitures, pour l'électricité, pour autre chose, et ainsi de suite. Cette analyse doit être faite et mise en œuvre. Voilà certainement. Oui, docteur Danquois, il faut quand même accepter que l'Afrique vienne de loin, parce que dans les années 80, on a eu les crises pétrolières, c'est 80-70. Au moment là, les Africains dépendaient sur les matières premières. Mais jusqu'à maintenant. C'est encore le cas aujourd'hui, quand on voit la crise que connaît la plupart des pays africains. Les retombées financières ont diminué par 50%. Entre-temps, il fallait construire les hôpitaux, bâtir des routes et tout ça. Donc là, c'était un peu difficile de voir une vision qui demande un investissement massif sur l'infrastructure et tout ça. C'est à cause de ça que jusqu'à maintenant, presque tous les pays africains sont dans la même situation. Maintenant, c'est comme Dr. Djok dit, il faut maintenant avoir des visions, des projections de 25 ans. Maintenant, il y a un peu d'espace, de prendre peut-être des prêts pour construire les pays. Il faut maintenant avoir des visions pour construire des infrastructures qui vont nous servir dans l'avenir. D'accord. Marquons une pause et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Et je vous propose pour la dernière partie de parler de la place de la science et notamment de l'innovation dans le développement. Parce que tout le monde appelle au développement de l'Afrique. Et comme disait le docteur Konjok, on a beaucoup de projets. Maintenant, il y a un nouveau phénomène à la mode, c'est l'émergence. Tout le monde annonce son émergence. Mais
est-ce qu'on peut avoir, entre guillemets, ce que certains appellent l'émergence, est-ce qu'on peut avoir un changement radical de notre niveau de vie, de notre façon de vivre, sans la science, sans l'innovation? Nous parlons de ça dans la dernière partie de cette édition de Vox Live. À tout de suite. De retour sur le plateau pour la dernière partie de Vox Live, je reviens avec vous, Dr Fotio. On veut maintenant parler de l'importance de la place de la science. Parce qu'aujourd'hui, on constate que l'Afrique, c'est un marché pour les autres. Pour les Africains, on importe tout. J'ai envie de dire du cuir-dent au papier hygiénique, en passant par les serviettes hygiéniques, les cahiers. On importe tout. On produit presque rien. Et même quand on produit, on refuse de les consommer. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que l'Afrique va se développer avec cet état de choses-là? Non, l'Afrique ne peut pas se développer avec cet état de choses parce que si tout doit venir de l'extérieur, ce sera vraiment très difficile pour nous. Comme si je reviens à ce que nous avons eu aujourd'hui à Pekafokam, il y a des enfants qui ont monté une lampe électrique rechargeable. Et quand ils nous ont fait un peu le devis de ce qu'ils ont, en fait, ils ont fait le total de ce qu'ils ont dépensé pour monter une seule lampe, c'était de l'ordre de 10 000 francs, si je ne me trompe pas. Donc, nous avons remarqué que c'était beaucoup parce que ils devaient acheter beaucoup de choses à l'extérieur. Pourtant, il y a des Camerounais à l'extérieur qui, s'ils étaient sur place au Cameroun, ils pouvaient produire ces mêmes composants et puis ça devait revenir moins cher la fabrication de cette lampe. Donc, je pense que si on doit acheter tout de l'extérieur, ce sera très, très difficile pour le Cameroun de s'en sortir, ou pour l'Afrique. D'accord. Alors, docteur Dankwa, je vous pose exactement la même question, parce qu'on parle beaucoup de l'Afrique, il y a beaucoup d'écritures aujourd'hui sur l'Afrique, on parle de l'Afrique comme étant l'avenir, etc. Oui. Mais est-ce que vous avez l'impression que la base est faite? Parce que les pays asiatiques, on aime prendre un exemple aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réussi effectivement à construire un véritable tissu industriel. Oui. Ils sont aujourd'hui dans l'industrie automobile, dans l'industrie énergétique, dans tous les types d'industries. On est aujourd'hui des gros consommateurs. Ils ont investi énormément dans la recherche. Ça veut dire que quand vous êtes dans les universités chinoises, sud-coréennes ou japonaises, vous voyez très bien que les gens aujourd'hui travaillent pour inventer, pour innover. Mais quand vous faites le tour des universités africaines ou de certaines universités africaines, vous vous demandez qu'est-ce qu'on y fait concrètement. Mais il faut d'abord savoir que l'innovation ne se passe pas seulement dans l'université ou bien dans les laboratoires. Même au bord de la route, quand vous voyagez, vous voyez les gens à côté de la route en train de faire des trucs avec les fers et tout genre des choses. Même dans les meubles, tout ce que tu vois ici, quand même, il y a de bonnes choses qui se passent. Maintenant, comment encadrer ces gens-là et les mettre dans l'économie formelle? Parce que beaucoup d'entre eux sont dans l'économie informelle. Donc, il faut chercher à élargir le plat de l'économie formelle et en sorte que les activités vont générer plus de revenus et ils seront quand même protégés. Il y a ce qu'on appelle les régulations. C'est-à-dire que protéger, demander les standards minimums dans toutes les activités et que les gens s'organisent. Même tu pars dans certains quartiers, il y a peut-être 3 mécaniciens, 3 garagistes, c'est partout là. Et il y a des compétences là-bas. Il y a des gens qui connaissent faire des choses, qui peuvent adapter un véhicule, qui n'a peut-être qu'un panne, ils trouvent un moyen de régler ça avec les petits matériels. Donc comment est-ce qu'on peut rassembler toute cette connaissance pour vraiment commencer à fabriquer des choses entre nous-mêmes? C'est ça, je crois, le problème. Et bon, les pays, comme il a dit, on ne doit pas commencer à zéro. Il y a des pays qui ont déjà fait ça, comme les pays asiatiques. Il faut peut-être pourquoi il faut aller là-bas. Peut-être tout simplement s'inspirer. Mais est-ce que cela va être simple, docteur Konjor? Parce que quand on regarde comment le système universitaire ou alors les différentes politiques sont menées, j'insiste sur l'université parce que c'est censé être le cadre par excellence de la recherche et de l'innovation. Mais quand on reçoit par exemple des financements et tout, quand on a eu le programme CDD, quand le Japon a voulu à un moment donné dire qu'ils aident l'Afrique ou le Cameroun, c'était en construisant des écoles primaires, etc. On voit rarement de l'argent qui vient pour encourager la recherche. Et, on a raté les 3 révolutions industrielles. Et celle dans laquelle nous vivons est une révolution technologique.
Et quand on dit, qui dit technologie dit, il est important d'avoir un background intellectuel assez conséquent pour pouvoir travailler sur les aspects de développement technologique. Mais si on regarde simplement en se disant il faut que nous nous approprions la science et d'une certaine manière qu'on ait des aspects innovatifs ici les plus accentués, ce n'est que regarder, je dirais, la face d'un côté. C'est-à-dire, il faut regarder, moi j'essaie de regarder toujours les problèmes de manière intégrée. Je continue toujours par un exemple. On a un système bancaire aujourd'hui qui ne permet pas de se développer d'une certaine manière au niveau innovatif. Notre système ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir, par exemple, une start-up ne peut pas marcher en Afrique parce que notre système bancaire, en réalité, ne vit que comme, je dirais, un agent de récupération de du travail de ceux qui doivent d'une certaine manière investir et qui ont besoin de l'argent d'une certaine manière. Donc, et quand on regarde notre système éducatif, est-ce qu'il forme des gens à l'innovation? Non. Notre système éducatif ne forme pas des gens par rapport à cela. Là où je dis simplement qu'on n'est pas obligé d'avoir la plus haute technologie. On peut commencer comme tous les autres. On a vu ceux qui sont aujourd'hui au niveau innovatif les plus avancés, et notamment les pays asiatiques et autres, où ils ont commencé. C'est faire du copiage, c'est faire de l'assemblage, acheter des composants, pouvoir les assembler et évoluer au fur et à mesure. Il faut traverser un certain nombre d'étapes. On ne peut pas se lever aujourd'hui et dire, ben voilà, on va immédiatement faire une fusée qui va aller sur la Lune. Il faut déjà qu'on commence à se dire, et quand on regarde la technologie, tout le monde, et moi j'ai l'impression que nous sommes des suiveurs. Tout le monde aujourd'hui nous dit, la technologie du futur de la révolution, c'est la technologie de l'information. C'est peut-être vrai pour les autres, mais ce n'est pas forcément pas vrai pour nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres technologies, que ce soit la chimique, la physique, la nucléaire, qu'importe. Est-ce que ces technologies peuvent nous apporter aujourd'hui quelque chose de conséquent? Je reviens encore dans un exemple. Nous sommes un pays pétrolier, comme beaucoup de pays de la sous-région. Nous avons aujourd'hui des problèmes, des pipelines partout, et on a des stations offshore et autres. Une petite technologie qui est la radiographie, ou du moins le contrôle non destructif. Dans toute une partie de l'Afrique centrale, voire de l'Afrique de l'Ouest, on trouvera une petite société ici au Cameroun, parce qu'il y a quelqu'un, je crois que c'était M. Nyondok, qui a eu l'idée de se dire on se lance dans ça pour pouvoir faire le contrôle non destructif. Vous savez le nombre d'emplois que cela peut créer dans la sous-région. Donc il ne faut pas réfléchir à se disant approprions-nous la technologie la plus élevée. Non, il faut regarder quelle est notre problématique aujourd'hui et quelles sont les différentes phases de technologie sur lesquelles on peut commencer à se développer. Et à partir de cet instant, au fur et à mesure, on dit l'appétit vient en mangeant, on verra de plus en plus grand. Mais nous, on n'a même pas cette analyse. Et donc, comme on navigue à vue, chaque fois quand il y a quelque chose, oh, pourquoi on ne va pas faire ceci? Moi, je donnerai encore un dernier exemple et autre. J'ai entendu un certain nombre de responsables dire, par exemple, oh, on va donner 1000 ordinateurs, 10 000 ordinateurs aux étudiants et autres. Mais 10 000 ordinateurs à $500, 10 000 ordinateurs, calculez le coût. 500 000 ordinateurs. 500 000 ordinateurs fois $500 l'ordinateur, calculez le coût. Ça nous fait une industrie informatique, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel niveau. On fabrique nos ordinateurs, on achète quelques composants, on les assemble ici, on fabrique nos composants avec ce budget-là. Et personne ne pense à ça, on pense à acheter. Donc, quand on dit au niveau stratégique et autres, tant que cette stratégie n'est pas bien énumérée et faite de telle manière que nous ne soyons pas des consommateurs, nous serons des acheteurs. Et on continuera à être des acheteurs parce que le système administratif n'est pas approprié, le système industriel, les mécanismes, les lois, les réglementations et autres, même la politique, n'est pas appropriée pour faire en sorte que nous puissions nous développer dans un certain sens. Et donc ça ne se développera pas. On a beau crier et autres, on a beau venir gueuler et dire que ça ne marche pas bien, tant qu'on ne regarde pas le problème à la racine, eh bien on sera à cet état-là. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ce dont nous sommes en train de discuter aujourd'hui, il y a 20 ans, j'en discutais déjà avec un certain nombre d'amis qui sont aujourd'hui au pouvoir et d'une certaine manière... Il n'y a pas de grand changement. Et il n'y a pas eu de changement. Donc, moi, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, c'est de transmettre ça à nos enfants pour qu'eux, ils voient les choses différemment. C'est ça la difficulté quand on parle de l'Afrique ou bien d'une certaine partie de l'Afrique ou de certains pays. On a l'impression d'avoir un discours redondant. On a l'impression qu'on connaît ce qu'il faut faire,
Mais, comme je le disais en début d'émission, rien n'est fait. Alors, sur cette question précise de la recherche, de l'innovation, parce que l'une des choses simples, c'est que si on veut se développer, il faudrait déjà qu'on puisse créer, qu'on puisse inventer, qu'on puisse innover, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les petites innovations qu'on a dans les universités, ça termine là-bas, ça s'arrête là-bas. Ouais. Donc, il y a des plateformes maintenant. Donc, d'abord, ce qu'il faut faire, il faut mettre les économistes et les chercheurs ensemble. Ça veut dire qu'à travers, les chercheurs vont innover quelque chose et l'économiste va écrire un business plan et le financement doit aussi venir quelque part pour continuer. D'ailleurs, un jeune homme là que je connais qui a déjà commencé cette idée, c'est une bonne idée, Cameroun Intelligentsia, qui rassemble, une plateforme pour rassembler non seulement les Camerounais qui vivent au Cameroun, mais même à la diaspora, avec les économistes. Pour pouvoir... Donc, pour moi, je crois que c'est tellement important, parce qu'il y a les chercheurs qui connaissent le marché, l'innovation, mais en dehors de ça, ça s'arrête là-bas. Oui, ils sont dans la science pure, dans la science dure, mais ils n'arrivent pas à franchir. Pendant la conférence scientifique qu'on a organisée chez nous, il y a beaucoup de biopesticides. Ça veut dire qui peuvent remplacer les pesticides qu'on a maintenant. Parce qu'avec les pesticides chimiques, il y a des maladies, des cancers, tout ça qui peuvent arriver. Donc il y a les biopesticides qui n'ont pas des effets négatifs. Négatifs sur la santé, oui. Mais ils ont présenté, peut-être 3 groupes différents, ils ont présenté leurs recherches et ça s'est arrêté là. J'ai me poser la question, mais vous voulez continuer comment? Il dit il n'y a pas les moyens. Donc maintenant, il faut les mettre ensemble avec les économistes. Alors, docteur Konjor, vos réactions justement par rapport à ça, parce que vous avez dit qu'il ne faut pas toujours attendre l'État. Est-ce que c'est dans ce cadre-là, de ne pas toujours attendre l'État, de prendre des initiatives privées, qu'on peut comprendre un prix comme le Piquet Focam Awards, qui va récompenser ces Africains qui essayent de faire des choses dans le domaine de la science, autant pour moi, et qui va permettre également de financer un certain nombre de projets? Moi, je dirais que le Piquet Focam Award a d'abord une valeur supplémentaire. Ce n'est pas par rapport au prix. C'est par rapport même déjà à ceux qui ont proposé un certain nombre de projets et des projets qui sont de très bonne facture et autres, de pouvoir écouter les conseils des chefs d'entreprise, de scientifiques, de financiers et autres, qui pourront d'une certaine manière les guider. Parce que deux fois, à certains moments dans un projet, ce n'est pas simplement une question de retrouver l'argent, c'est de pouvoir savoir exactement comment s'orienter. On peut avoir un projet avec la totalité des financements nécessaires et on se plante. Comme on peut avoir un projet sans financement et on le réussit. Il est important simplement de connaître les étapes de développement et de croire en ce qu'on fait. Parce qu'il y a aussi un aspect résistance. Dans tout projet, il y a toujours des difficultés qu'on rencontre. C'est comment est-ce qu'on règle ces difficultés, comment est-ce qu'on s'améliore. Mais il y a aussi, je dirais, ce que on appelle, j'appelle l'infrastructure, mais parce que je réfléchis en anglais, il y a une base. Il y a, je dirais, une base qui fait en sorte que, c'est-à-dire, on peut guider, on peut aider les gens à pouvoir évoluer dans un certain sens. Et pas forcément en leur donnant de l'argent, mais en leur guidant d'une certaine manière. En créant le cadre. Parce qu'on parle beaucoup de l'Afrique, mais il faut parler quand même des pays comme le Rwanda qui crée justement un cadre pour amener les jeunes start-upers à se mettre ensemble, à travailler ensemble. Il y a des pays effectivement africains qui font des choses dans ce sens. Effectivement, il y a un cadre réglementaire déjà, un cadre juridique. Aujourd'hui, si vous voulez développer par exemple un certain nombre de produits ici, et vous vous dites, voilà, je dois le faire à ce niveau parce que au niveau du Cameroun, nous avons 35 degrés à l'ombre, nous avons ceci, donc mon produit doit respecter cela sans se détériorer. Et bien à côté, un produit qui vient par exemple d'un pays étranger et qui rentre ici et qui lui va se détériorer à 35 degrés, mais parce qu'il coûte moins cher, il sera commercialisé. Il faut qu'il y ait un cadre réglementaire qui dit le produit qui se détériore à 35 degrés ne doit plus entrer dans ce pays. Et à partir de ça, le produit local qui est adapté sera beaucoup plus compétitif pour pouvoir s'imposer d'une certaine manière. On n'a pas un cadre réglementaire. Au niveau des standards et des codes et autres, nous ne sommes pas appropriés pour faire en sorte que tout ce qui rentre ici soit d'un certain niveau. Et c'est pour cela que vous allez voir, même ce qui vient de l'étranger, des produits de bonne qualité comme de mauvaise qualité. Et comme nous, on est dans le moins 10 ans la plupart du temps, même au niveau administratif, on se retrouve avec des équipements, des installations, des infrastructures qui au bout de 2 ans ne tiennent plus le coup, ne servent plus à rien. Moi, je crois qu'il y a un cadre, une base au niveau financier, au niveau réglementaire, au niveau juridique,
qui doivent être établis en préparation à ce développement-là. Et quand on parle d'émergence, moi, je ne connais pas la définition de l'émergence. C'est pour cela que je n'aime pas beaucoup en parler. Le jour où je connaîtrai la définition de l'émergence en disant, voilà, c'est une population qui vit à ce niveau, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, alors là, on pourra en parler. Moi, je suis tout simplement surpris que nous, Africains, tous les jours, on vient avec des mots creux qui sont créés par le système international et on s'y met, oh, tout le monde ne parle que de ça, que de ça. Alors, on va faire un dernier tour de table pour conclure l'émission. Il faut quand même qu'on puisse donner espoir à ceux qui nous regardent, parce que tout au long de l'émission, on a l'impression que les choses sont très mal engagées. Ça, c'est une évidence, ce sont des faits. Mais d'où peut venir la panacée? D'où peut venir la solution, Dr Fotuo? La solution, nous pouvons déjà comprendre que sur place, nous pouvons faire beaucoup de choses. Par exemple, nous pouvons apprendre aussi à copier. Dernièrement, je suis entré dans une boutique, j'ai constaté qu'il y avait le haricot que nous produisons ici sur place chez nous. C'était dans des boîtes. Mais le prix qui était marqué dessus, c'était tellement élevé que je me suis demandé pourquoi est-ce que nous produisons le haricot sur place et ces Européens viennent acheter, ils vont chez eux mettre dans des boîtes, ils retournent encore chez nous et ça coûte plus cher. Vous allez parler du haricot, c'est vrai du haricot comme c'est vrai pour d'autres produits. Oui. Je vous ai parlé tout à l'heure du cuidant, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a tellement frappé de se rendre compte qu'on peut importer des choses aussi basiques et banales. Donc vous allez constater que certaines personnes qui ont déclaré tout aux consommants camerounais vont arriver dans ces boutiques-là acheter plutôt ce qui est dans la boîte. Pourtant, le même haricot se trouve sur le marché et à un prix plus bas. Donc on se dit toujours que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur. Ça revient à ce que j'appelais le complexe, parce qu'il y a quand même une dimension du complexe qui voudrait que tout ce qui est produit localement soit pas forcément de bonne qualité. Et quand on importe quelque chose, on vit avec ça. Ce qui vient d'ailleurs semble toujours être considéré avec plus de valeur. Vous allez remarquer que celui-là qui achète cette boîte, il la pose de telle sorte que n'importe qui, en passant, voit que bon, monsieur l'a acheté plutôt quelque chose qui vient de l'extérieur. Pourtant, le même haricot se trouve sur le marché à un bon prix. Donc ça, là, tout cela, ça fait un frein. Mais si les Camerounais pouvaient rentrer et faire aussi de la même façon, c'est-à-dire mettre aussi ce haricot dans la boîte, peut-être que ce serait aussi une solution. Donc ça pourrait nous donner le travail, puisqu'il y a de la main-d'œuvre. Mais on manque seulement le travail. D'accord. Alors, docteur Dankoua, pour terminer, y a-t-il des raisons d'espérer? Est-ce que l'Afrique est toujours mal partie, comme le disait quelqu'un il y a quelques années? Oui, je crois qu'il y a des raisons d'espérer. D'ailleurs, nous débattons partout. Les Africains posent des questions, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on a commencé à réfléchir. Réfléchir comment avancer, réfléchir comment changer la situation. Je crois qu'à base de ça, on peut espérer que un jour, on peut quitter de la situation des forces invisibles, parce que je crois qu'il y a vraiment une force invisible qui gère l'Afrique. Parce que, disons, donner l'exemple du cas qu'à un moment, tout le monde parlait de crise économique, n'est-ce pas? À un moment, on parle de multipartisme. Et maintenant, on parle d'émergence. Tous les pays au même moment. Ouais. Mais qui est derrière cette... les discours uniformes. Est-ce que cette force est si invisible? C'est géopolitique. Ça veut dire que les pays dans les mêmes situations se trouvent dans une situation compliquée. Mais il y a déjà les éléments pour sortir de cela. Il y a les jeunes qui sont éduqués. Il y a les débats. Nous discutons, nous voulons savoir comment faire pour changer la situation. Je crois qu'à partir de cela, on peut... C'est un bon début. Alors, docteur Kondior, vous avez le mot de la fin. Oui. Faites-nous rêver. Faites rêver nos téléspectateurs. Je reviendrai un peu, parce que ça m'a fait rigoler, sur ce qu'il disait. Et moi, je pense à quelque chose qui m'a toujours fait rigoler. C'était un ministre africain qui parlait du point d'achèvement comme étant la panacée pour le développement de son pays. Solution. Et moi, je disais... Quand je vais chez le banquier, je lui dis que je suis trop pauvre, il ne me fait pas de crédit. Mais quelqu'un qui va dire que je suis trop pauvre et on va lui faire un crédit, mais ça veut dire qu'il n'a absolument rien compris. Et pourtant, je ne suis pas financier. Non, je sais que René Dumont disait que l'Afrique est mal partie. Mais moi, je crois qu'on est en train de se ressaisir.
Je suis en train de voir aujourd'hui beaucoup de jeunes Africains. Vous savez, moi, je suis de la génération des années 80. Et je vois quand je termine mes études, dans ces années 80-là, début des années 90, on n'est pas dans la logique de rentrer. Aujourd'hui, j'ai une jeune entreprise, j'ai un jeune centralien qui a terminé ses études, qui a refusé des boulots en France et qui vient travailler pour moi. J'ai une jeune fille, ingénieure en France, ingénieure en Corée, en Nuclear Engineering, qui vient faire le solaire avec moi à Dakar. Je me dis, à mon époque, déjà, on n'était pas encore prêt à ces sacrifices. Et moi, je vois nos jeunes enfants aujourd'hui qui sont en train de prendre un certain nombre de choses et surtout qui ont une certaine maturité, peut-être par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent en Europe que nous, on n'a pas rencontrés. Nous, quand on allait en Europe dans les années 80, eh ben, là où on était bien reçus, on nous prenait pour des grands enfants, on nous touchait à la tête et tout ça, on se sentait heureux. Et après, quand on terminait, suivant qu'on avait fait des bonnes études ou pas, on trouvait facilement un travail. Donc, aujourd'hui, ces jeunes-là, quand bien même ils font de très bonnes études, ils savent qu'ils sont dans un milieu qui n'est pas le leur. Et quand je vois, et peut-être un peu moins au Cameroun, parce que je ne perçois pas cela énormément au Cameroun, mais en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, notamment au Sénégal, oui, il y a toute une Sénégal, Côte d'Ivoire et effectivement autres, malgré la guerre, quand je vois tous ces jeunes-là qui sont de plus en plus bien formés et qui rentrent, moi j'ai une note d'espoir. Je me dis, ces jeunes-là vont être capables et surtout, ils rentrent et ils n'ont absolument aucun complexe. Nous, on vit encore dans une société de nos parents qui, je suis désolé de le dire, ont encore un minimum de complexe que nous, on a de moins en moins, peut-être parce qu'on a beaucoup travaillé avec ces Européens et Américains, mais nos enfants, ils ont encore moins de complexes que nous. Donc pour moi, je me dis et je suis quasiment certain qu'ils vont changer la donne. J'aurais souhaité que ce soit de mon vivant, peut-être pas, mais, sait-on jamais. Mais je suis confiant aujourd'hui quand je vois la logique. Quand récemment j'étais en Afrique de l'Ouest, je rencontre quelqu'un comme le chanteur Icon, qui est un multimilliardaire, qui peut vivre bien aux États-Unis et qui est en train de se battre pour se développer une société pour fabriquer des lampadaires solaires au Mali, Solectra et autres, et qui est tellement fier de cette nouvelle activité par rapport à sa carrière de grand chanteur mondialement connu. Je me dis non. Il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer et moi j'espère et je crois vraiment qu'on va y arriver. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, comme on dit, l'espoir fait vivre. L'Afrique a certes des difficultés, mais les lendemains semblent être vus sur des meilleurs auspices, comme nous l'ont témoigné nos différents invités sur ce panel. C'est tout pour ce Vox Live de ce soir. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Les électriciens pour pouvoir opérer, ils ont des opérateurs formés et ils vont y travailler. D'accord. Alors, docteur Njankwa, est-ce que vous partagez l'avis du docteur Konjok qui pense que le problème est davantage une question de leadership et de vision? Ça veut dire que les dirigeants africains, pour la plupart, n'ont pas de vision et ne sont pas des leaders. Bon, moi, je crois qu'en Afrique, nous sommes attrapés dans un cycle de médiocrité. Donc, ça veut dire que pour former, pour construire les infrastructures, il faut d'abord un financement. Je suis d'accord qu'il faut le leadership et tout, mais il y a d'autres paramètres qu'on doit mettre ensemble pour d'abord sortir là où on se trouve, donc dans la pauvreté, dans ce cycle-là. Donc on est dans un recyclage de médiocrité à chaque fois. Donc pour moi, pour changer, pour bouleverser le système, il faut d'abord que les Africains comprennent d'abord ce que c'est, d'abord changer la façon d'éducation. Parce que notre système éducatif est basé sur la théorie. Nous prenons les titres et tout ça, mais sans rien faire. Mais on le dit depuis. Moi, j'ai envie de dire, c'est un discours qu'on entend tout le temps. Il y a une adéquation entre le système éducatif et le marché de l'emploi. Il y a une adéquation, comme le disait le docteur Konjok, avec les cycles de formation. Quand on avait besoin des techniciens, on formait des fonctionnaires. Quand on a eu besoin, effectivement, des chercheurs, on a formé des techniciens. Donc,
Est-ce que ça ne revient pas à ce que disait le docteur Konjo? Il n'y a pas de vision, c'est de la navigation à vue, on est dans du bricolage à chaque moment. Il n'y a pas de vision, mais il appartient à qui d'apporter cette vision? C'est là où se pose la vraie question. Est-ce qu'on doit attendre seulement le gouvernement ou bien les gens doivent prendre l'initiative pour commencer des choses qui peuvent transformer la société? Donc ce n'est pas une question facile parce qu'on voit partout en Afrique, on a presque dans le même problème. Peut-être en dehors de quelques pays qui ont des... Oui, justement, parce que j'ai envie de dire, et je vais donner la parole au docteur Wacho, évitons de parler, docteur Fotio, autant pour moi, évitons de parler de l'Afrique comme un bloc monolithique. Il y a plusieurs Afriques, parce que si on prend par exemple les pays du Maghreb ou encore l'Afrique du Sud, il y a quand même là-bas une nette évolution. Alors, docteur Fotio, quel est votre regard sur ce qui vient d'être dit? C'est quoi le problème selon vous? Pourquoi on n'y arrive pas? Bon, le problème, c'est que certaines personnes se comportent comme si le Cameroun était pour eux juste un territoire de passage. Oui, pas seulement le Cameroun, parce que c'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour le Tchad, c'est vrai pour la Côte d'Ivoire, pour la République démocratique du Congo. C'est un problème global que rencontrent les Africains. Oui, je dois vous avouer qu'en 2008, il y a un ami qui était revenu de l'Allemagne. Bon, on l'avait recruté pour servir au Cameroun. Il est arrivé là, trouver les infrastructures qui étaient en place, c'était tellement minable qu'il s'est dit qu'il ne pouvait pas exploser en restant au Cameroun. Il a préféré rentrer. Donc, il y a de la main d'œuvre, mais parfois certaines personnes se disent si je rentre au Cameroun, je serai mal utilisé, sous-utilisé. Et généralement, chez nous, nos chercheurs ont l'habitude d'aller travailler à l'extérieur parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour travailler. Et quand vous avez parlé de l'Afrique, évidemment, il y a certains qui vont au Maroc parce qu'au Maroc, on trouve plus d'infrastructures par rapport au Cameroun. D'autres s'en vont plutôt en Afrique du Sud. Donc lorsque vous décrochez une bourse pour aller en Afrique du Sud, c'est comme si vous avez gagné un grand championnat ou bien pour aller au Maroc. Pourtant, c'est deux pays africains. Justement. Alors, docteur Konjo, je reviens vers vous parce que il faut qu'on arrive définitivement à démêler les chevaux parce que voilà le paradoxe. Vous avez des scientifiques qui ont été formés dans les meilleures universités au monde, qui sont au même niveau et qui ont un bagage qui respecte les standards internationaux. Ils reviennent, pour certains, ne sont pas tous à revenir dans leur pays d'origine et déplorent le manque d'infrastructures et repartent. Moi, je vais vous dire, j'ai commencé ma carrière dans les aspects recherche et développement. J'ai jamais eu un équipement neuf. Et je connais des laboratoires en Afrique qui ont des équipements que j'ai jamais vus dans un laboratoire européen. Je ne dis pas qu'ils ont toujours les meilleurs équipements. J'ai vu des laboratoires en Afrique super équipés où personne ne travaillait. Et moi, j'ai connu des laboratoires en Europe où ils n'avaient aucun équipement neuf. Ils avaient des équipements des années 70-80 qu'on retapait, qu'on améliorait et qui fonctionnaient. Donc ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas les équipements. Parce que les équipements neufs, si vous regardez les budgets qui sont mis en œuvre ici, ou alors les institutions internationales, ce qu'elles apportent et autres, il y a des équipements, oui, deux fois même, qui sont inadaptés. Mais il y a des étudiants qui, quand ils vont vous entendre, ne seront pas d'accord, parce que quand vous faites un peu le tour, notamment des laboratoires de chimie, puisqu'on a un j'allais y revenir à l'université j'allais y revenir. Par exemple, on se rend compte que les étudiants sont abandonnés à eux-mêmes, même des laboratoires. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa pour cette édition de Vox Live. Un Vox Live consacré à la substance grise parce que nous allons parler des intellectuels et particulièrement des intellectuels africains. Ils sont nombreux à écumer les plus grandes universités du monde et même africaines. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique fait de ces différents intellectuels, de ces chercheurs, de ces ingénieurs. Avec nous, sur ce plateau, nous avons trois invités qui sont au Cameroun à la faveur du Piquet Focam Awards et nous avons profité de leur présence ici pour organiser cette émission. Je commence par ma droite avec le docteur Vincent Konjo qui est le CIO de Ilemel Énergie basé à Dakar au Sénégal. Docteur, bonsoir.
Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir sur le plateau de Vox Africa. Alors parlez-nous un peu d'Imele Énergie. C'est une société qui fait, comme son nom l'indique, de l'énergie, qui est basée au Sénégal. Racontez-nous un peu l'histoire de cette structure. Non, je dirais Imele, c'est une jeune société qui n'a que 2 ans d'âge, qui est actuellement établie à Dakar au Sénégal. Et au niveau général, c'est 12 personnes en interne avec un secteur en majorité ingénieurs. Et puis nous travaillons avec des externes qui nous supportent tout ce qui peut être commercial et puis installation des infrastructures énergétiques. Mais Imele, c'est une société née simplement je dirais de l'idée de quelqu'un que je suis, qui après avoir fait une certaine carrière se disait qu'est-ce qu'il peut faire pour son peuple, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors quel type d'énergie? Parce qu'on parle beaucoup d'énergie de manière générale, mais quel type d'énergie faites-vous? Aujourd'hui, je dirais, nous regardons l'énergie de manière intégrée. Ça veut dire que je travaille autant pour le solaire que sur le charbon. Tout le monde, tous ceux qui me connaissent savent que je suis un spécialiste du nucléaire. Mais aujourd'hui, nous faisons, je dirais, en grande partie, à 90%, l'énergie solaire. Et surtout parce que pour nous, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, 60 à 70% de la population africaine dépendant des pays n'a pas accès à l'électricité. Et ce confort-là qui manque dans nos zones rurales, il fallait qu'on y trouve une solution. Nos pays, nos gouvernements n'ayant pas les moyens de pouvoir investir pour amener les réseaux dans ces zones-là, il fallait trouver des opportunités et des solutions pour pouvoir faire en sorte que ceux-là puissent avoir l'énergie. Et c'est pour cela que nous nous sommes lancés dans des systèmes off-grid, aujourd'hui qui sont considérés, après de très nombreuses années, par même les institutions internationales comme étant la révolution et qui étaient, je dirais, d'une certaine manière combattus il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, on a réussi à les imposer et aujourd'hui, on considère que ce système-là va faire vraiment la révolution parce que permettra à ceux qui ne pouvaient jamais s'imaginer avoir l'énergie à y avoir accès. En tout cas, nous aurons l'occasion au cours de l'émission de revenir là-dessus, notamment sur le nucléaire qui, comme vous le savez, fait polémique au niveau international. À côté de vous, j'accueille le docteur Eric Njankwa Djabon, qui lui est enseignant-chercheur à Piquet Focam Institute of Excellence. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va commenter les Piquet Focam Awards, qui est l'événement qui récompense, qui est une grande innovation en la matière, qui récompense effectivement des Africains dans différents domaines. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce prix-là? D'accord. Le Piquet Focam Award, c'est un prix qui a été lancé l'année passée pour encourager les Africains partout sur le plan sur l'innovation. Ça veut dire qu'il y a les gens qui vont soumettre leurs propositions sur le plan de business, sur le plan d'ingénieur. Et il y a un comité qui fait une évaluation. Un jury, effectivement, qui fait une évaluation. Une évaluation. Et puis, les 2 premiers dans chaque catégorie sont récompensés. Justement. Le premier prix, je crois, c'est à 10 millions. Et puis, ils vont aussi financer... 10 millions de francs CFA, environ 15 000 euros, justement, pour le premier prix. Et les projets seront financés, les business qui seront retenus et qui seront jugés, j'ai envie de dire, bankable par le jury, seront effectivement financés. Et demain, on a la cérémonie de remise des prix. Et c'est un grand événement chez nous à Piquet Focam. En plus, il y a aussi la Science and Technology Conference. Ça veut dire que ça rassemble tous les scientifiques, pas tous, mais certains scientifiques qui viennent de partout, des 4 coins du monde, justement, pour cette grande conférence annuelle qui est, elle, à sa 4e édition, à la 4e édition. Mais on est là à la première édition des Piquet Focam Awards. Voilà, justement. En tout cas, nous aurons l'occasion, pourquoi pas au cours de l'émission, de revenir là-dessus. Accueillons notre dernier invité. Il s'agit du docteur Fotso Daniel, qui lui est enseignant à l'université de Maroua et qui est spécialiste de la chimie inorganique. C'est bien ça? Soit d'informatique, on a du mal à trouver du matériel. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un problème d'équipement totalement. J'allais y revenir. C'est qu'à côté de ça, vous allez trouver des équipements qui sont peut-être au maximum, au niveau le plus élevé. Vous allez vous rendre compte qu'il manque un tournevis adapté pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse maintenir cet équipement-là. Et c'est là où je reviens encore sur ce que je disais, le problème de leadership. Et quand on parle de leadership, les gens ont toujours tendance à parler des gouvernements et autres. Les gouvernements, souvent, c'est des nommés.
c'est pas ça, c'est pas de ce leadership qu'on parle. C'est le leadership africain. Je vais vous donner un exemple. Il y a encore quelques années, et je vous dis, je n'étais pas le seul, il y a beaucoup d'autres Africains, et même beaucoup d'autres Européens, qui pour eux le faisaient par rapport à l'aspect lucratif, ça rapporte l'argent, qui ont considéré, après une certaine analyse, qu'aujourd'hui, l'Afrique, au niveau où l'Afrique se retrouve, il est important de trouver des solutions énergétiques. Je reviens sur l'énergie parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Au niveau des solutions énergétiques, de pouvoir évoluer dans un certain sens. Les institutions internationales, financières et autres ont dit c'est du n'importe quoi, ça n'a aucune valeur. Les gars ont maintenu le cap. Il y a eu la chance aujourd'hui d'avoir au niveau par exemple de la BAD des gens qui sont venus et qui regardent l'aspect énergétique d'une autre manière. Eh bien, on est en train de suivre une voie qui pour moi, je considère n'est pas la panacée, mais qui est une des bonnes solutions pour l'électrification de l'Afrique. Parce que des Africains, des enfants de l'Afrique et autres se sont dit, voilà la voie. Ils n'ont pas suivi tout ce qu'on leur a dit, toutes les remarques négatives, les insultes en disant mais ça ne pourra rien faire. Et même d'autres Africains. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai trouvé des gens, et heureusement, je venais d'un milieu complètement différent, qui disaient, oui, mais le système solaire, on nous insulte et tout. Non, le système solaire ne nous insulte pas. Il permet de faire en sorte que des gens qui sont dans des zones inaccessibles, qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas payer notre électricité, qui ne peuvent pas prendre une ligne Eneo et payer 80 000 et autres, qui puissent avoir accès à l'électricité. Oui. Mais ce n'est pas la solution pour nos pays, mais c'est une des solutions qui permet de régler un problème. Et je reviens maintenant sur les aspects recherche et développement et autres. Premièrement, aujourd'hui, je dirais la recherche, comme certains la font en Afrique. Je suis désolé de le dire, et ce n'est pas péjoratif. Moi, j'ai plus l'impression qu'on a beaucoup trop de post-doctorants. Des gens qui ont fait des doctorats en Europe et qui tous les jours repartent voir leurs anciens maîtres pour refaire de la recherche adaptée à ces pays-là. Et là, je reviens encore, leadership et stratégie. Parce que si ces gens-là étaient dans un système qui leur disait, voilà, nous sommes au Cameroun, l'année 2018 sera axée sur l'amélioration du manioc, et qu'ils ont fait une thèse pour l'amélioration du maïs, mais ils savent que l'année 2018, amélioration du manioc, ça veut dire que tous les budgets vont être peut-être réorientés sur l'amélioration du manioc. S'ils travaillaient sur les techniques moléculaires ou les techniques radiochimiques ou n'importe, ils se canalisent sur ça, on améliore notre manioc, on produit davantage plus ce manioc-là et on évolue à autre chose. Donc je reviens toujours sur la même base, c'est la direction. S'il n'y a pas la direction et autres, eh bien, on navigue à vue. Alors, docteur Diankwa, on a rencontré certains, justement, étudiants, chercheurs, scientifiques africains qui sont partout dans le monde, en Europe notamment, qui travaillent dans des grandes universités, travaillent dans les multinationales. Ils ont toujours une explication pour ne pas justifier leur retour, c'est que le cadre n'est pas approprié, et même quand ils reviennent, ils sont très mal payés. Et ceux même qui veulent revenir par patriotisme estiment que le système n'est pas adapté. Alors, comment on résout ce problème-là? Je vous prends un exemple basique. On est en Afrique, on sait qu'il y a par exemple des problèmes, on manque de médecins dans nos hôpitaux, alors qu'on a plein de médecins africains qui sont des meilleurs spécialistes dans des hôpitaux occidentaux. Alors, le paradoxe, c'est que certains Africains sont obligés d'aller en Europe se soigner, par exemple. Donc, je crois qu'on doit se réconcilier avec la diaspora africaine. Pourquoi? Parce que le cas du Cameroun, je ne crois pas qu'il y a des structures sur place pour être en communication permanente avec la diaspora. Si, au ministère des Relations extérieures, il y a toute une direction consacrée à la diaspora. Oui, mais est-ce que cette direction est fonctionnelle? Ce n'est pas une direction, c'est une division. Une division. D'accord. Mais bon, donc il y a ce problème de manquer de communication réelle entre la diaspora et les dirigeants du pays. Je vais te donner, il y a aussi des aspects politiques, n'est-ce pas? Il y a pour que quelqu'un soit à l'aise à la diaspora, les gens doivent avoir une nationalité étrangère. C'est normal. Si tu es aux États-Unis, en France, et tu veux avoir un travail stable, une famille, il faut demander la nationalité française ou américaine. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors,
une conférence comme celle qui est organisée par l'université Piquet-Focam, qu'est-ce que cela peut apporter à la fois aux chercheurs que vous êtes et aux étudiants que vous encadrez? Merci. À l'université de Maroua, je suis principalement à l'école normale supérieure où nous formons les enseignants du lycée et ceux qui vont enseigner dans les CS. Mais à l'issue de la formation, pour ceux qui sont au second cycle, nous les initions à la recherche. Et puisqu'à ce moment, quand ils sortent, quand ils vont revenir, ils pourront continuer en master et puis aller en doctorat. Donc une conférence comme celle que Piquet-Focam a organisée nous permet d'échanger avec tous les participants et aussi cela nous permettra d'avoir de nouvelles expériences pour rentrer former nos candidats. D'accord. En tout cas, merci. Madame, monsieur, nous marquons un arrêt, juste le temps de suivre cet élément et nous revenons sur le plateau de Vox Live pour entamer le sujet qui nous regroupe aujourd'hui, à savoir le sort réservé aux ressources humaines africaines de manière générale. À tout de suite. Je me nomme M. Kepol. Je suis né le 12 septembre 1953 à Méridien au Bala. Je suis rentré dans un garage à 15 ans pour apprendre la mécanique. J'en ressors pour maintenant fonder un petit garage à Bertois. De là, bon, je mets en place ce petit garage, mais comme je n'étais pas très bon encore, je suis rentré à l'école, à l'UNIECO à l'époque. On appelait éducateur, c'est d'abord l'UNIECO, comme étudiant. Bon, j'ai obtenu à l'UNIECO 2 certificats de scolarité qui vont aussi appeler auto et diesel. Et le deuxième certificat, c'était justement le BTS. Là, c'est on peut dire aujourd'hui la valeur de ce certificat. Donc, après ça, je me suis senti très bon, un peu en mécanique, en physique, en mathématiques. C'est là donc en 1976, je commence la recherche pour l'hélicoptère. C'est en 1984 que je fais un premier vol ascendant-descendant, mais je retombe bêtement parce que j'avais bêtement agi sur le pas collectif. Alors là, je n'avais plus d'argent. Je me déverse finalement dans la construction, dans la recherche agroalimentaire. À étudier comment fabriquer les machines agroalimentaires parce que j'avais un souci. Je suis fils de planteur. Et j'ai vu comment mon père, depuis mon bas âge, il a tellement souffert pour la cacaoculture. Alors ça m'a tellement dérangé que bon, je me suis dit que comme je ne peux plus faire l'hélicoptère, au moins je vais faire la recherche sur la cacaoculture. C'est donc là où je suis rentré. J'ai fait la première invention, c'est le pulvérisateur arroseur, avec brevet d'invention en 2 pays. Bon, après j'ai continué maintenant sur les autres machines, vous allez voir ici. Transformer le cacao dès le cabossage jusqu'au produit fini, ou semi-fini, c'est-à-dire poudre et beurre de cacao. Ce sont ces machines que vous voyez ici. Bon, ça c'est les cabosseurs de cacao qui nous permettent, n'est-ce pas, de cabosser 12 tonnes par jour de fèves humides. Avec ça déjà, on prend seulement le cacao, on y jette. Ça les cabosse, les fèves sortent ici, là on voit le trou là, et les cabosses, le réduit de cabosse sont de ce côté-ci. Ça c'est le châssis d'un séchoir à clé rotative. Vous allez, je suis en train de recommencer tout à l'heure là, d'ici un mois on va le finir. Ce séchoir sert à la fois, non seulement ça sèche, ça dépoussière aussi le cacao. Ça enlève toutes les impuretés. Après qu'on a séché le cacao, on a dépoussiéré le cacao, les fèves, très propres, on l'amène ici, bien sec. On passe dans cette machine qu'on appelle de la pelliculose. Elle sert, n'est-ce pas, à enlever la petite pousse du cacao. Ça pellicule et laisse le cacao très propre, prêt à être maintenant torréfié. Torréfié, ça veut dire on le grille à une certaine température pour que l'huile se décante un peu. C'est-à-dire quand on l'a torréfié, on envoie maintenant ça dans le broyeur. Voici le broyeur ici. Voilà le broyeur. Ouais. Dès qu'on envoie dans le broyeur maintenant, on obtient la pâte. De cette pâte alors, nous l'enfournons dans les 2 machines que vous voyez là en bas, appelées pressoirs. Pour presser la pâte. On pressure la pâte. On pressure la pâte et nous obtenons donc de l'huile. Cette machine nous donne, à unité de pressuration, ça nous donne 50 à 110 kg de beurre jour. Celle-ci c'est la plus grande qui nous donne 300 kg de beurre jour parce que c'est à 4 de pressuration. Oui. Ça donne 3 à 400 kg de beurre. Parce que ça dépend de votre organisation du travail. Mais elle est conçue pour donner 300 kg de beurre jour. Oui, par jour. Bon. Maintenant, quand on a donc fait, vous avez vu tout à l'heure les lingots de cacao. Ça sort en boule de ces machines. Dès qu'on s'assoit de ces machines-là, on remet ça dans ce petit broyeur qui est à côté.
ici. On ramène ça soit ici, pour obtenir la poudre. De cette poudre maintenant, on la met ici. On tamise. On tamise cette poudre. On tamise cette poudre pour avoir maintenant une granulométrie de notre cacao très fine. C'est ça qui va permettre de faire maintenant le chocolat. Ça c'est un mixeur. On met la lana ici dedans, on met un peu de poudre que nous voulons. Ça mixe, ça ressort la pulpe par ici dedans. Déjà filtré et tamisé. Il peut déjà filtrer. Donc nous voulons arriver à consommer notre cacao dans toutes ses formes. Oh ouais. Donc on peut le mélanger à l'ananas, on peut le mélanger à l'orange, on peut le mélanger à tout ce qu'on peut mélanger pour en faire ce que nous voulons. Donc nos machines ne font pas seulement dans le cacao. Le sésame, le ginseng, l'arachide, tous les oléagineux de chez nous, nous les transformons à partir de ces machines. Ça c'est le sésame. Ça c'est le sésame. Tout ça c'est le sésame. Et là il y a l'arachide. Voici l'arachide ici très clair. Et là c'est le sésame. L'arachide. Et ça c'est le ginseng que je vous ai parlé là. Le ginseng. Et là c'est les pistaches. Même le mango, nous extrayons dans nos machines. On essaie de l'huile avec. Je n'ai pas tellement fait ça pour mettre les usines en ville. Moi, c'est d'abord les usines bord champ. Je voudrais qu'on ait des usines dans les campagnes. Donc voilà donc l'idée que j'ai eue, n'est-ce pas, pour monter ces usines-là. Ce n'est pas pour mettre seulement en ville, non, c'est pour mettre partout dans le Cameroun. De retour, madame, monsieur, sur le plateau de Vox Live. Alors, je me retourne immédiatement vers vous, docteur Vincent Kondiok, pour poser, entre guillemets, les pieds dans le plat. La question, c'est de savoir pourquoi des gens comme vous, brillants intellectuels, ingénieurs, chercheurs, des grands scientifiques africains, sont rares en Afrique, alors que l'Afrique en a le plus besoin. C'est le continent qui est encore à l'étape basique de son développement et malheureusement, les ressources humaines ne sont pas là. Comment on peut justifier ça? Non, premièrement, enlevant tous les qualificatifs grands scientifiques et autres, je dirais qu'il faut quand même progresser par étapes. Moi, je crois aujourd'hui, nous avons à certains moments progressé trop rapidement au niveau ressources humaines par rapport aux infrastructures dont on avait sur place. Ça veut dire au moment où on avait besoin de techniciens pour pouvoir travailler avec leurs mains et réaliser dans des industries et autres, on a formé des licenciés, des maîtrisards, des docteurs et des ingénieurs. Au moment où on avait besoin de techniciens supérieurs, eh bien, tout le monde voulait faire un DEA ou alors une thèse. Et aujourd'hui, où on a besoin des gens qui doivent normalement nous aider à développer les aspects recherche et développement et donc d'une certaine manière nous apporter le knowledge dont on a besoin pour pouvoir nous développer, malheureusement on n'a pas les infrastructures pour pouvoir les recevoir, pour pouvoir les faire travailler, ni même les mécanismes, ni même la stratégie, ni même la vision pour faire en sorte que ceux-là puissent apporter quelque chose à notre continent. Malheureusement, les autres l'ont. Donc, qu'est-ce que les autres font? Ils leur offrent des capacités, des possibilités de pouvoir s'épanouir, de pouvoir travailler pour pouvoir aider au développement de ceux-là, contrairement à nous. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez les institutions de recherche dans nos pays, ces institutions n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir se développer convenablement, mais même l'industrie, les sociétés industrielles qui sont ici ne sont pas capables de pouvoir financer la recherche ou la recherche et développement, ou même simplement l'amélioration ou l'adaptation des technologies autres. Donc c'est ça le grand problème. Le problème, c'est d'abord une stratégie appropriée et les infrastructures. Et quand on commence à parler des hommes, les hommes, c'est un plan de développement. À partir du moment où on a les infrastructures, on fait le plan de développement et on les forme. Mais docteur Kondiok, qui fait les infrastructures? Ce sont les hommes. Si on n'a pas des intellectuels, si on n'a pas des ingénieurs, si on n'a pas des scientifiques, on n'aura jamais des infrastructures. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal d'exiger les infrastructures alors que les gens qui doivent les construire sont loin? Peut-être que je réfléchis anormalement. Parce que moi, je considère que tout est basé sur le leadership. À partir du moment où il y a un leadership, il y a une vision. À partir du moment où il y a une vision, il y a des stratégies de développement. À partir des stratégies de développement, il y a la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est avoir des docteurs et autres. Je vais vous donner un exemple. Il y a exactement en 2009, 3 personnes sont venues dans mon bureau. 3. Un était ingénieur en génie atomique,
formés à Texas A&M, ils n'avaient même pas 2 années d'expérience. Les 2 autres, c'était un financier. Et le 3e, c'était quelqu'un qui avait fait des études de droit. Me disant, nous sommes venus parce que notre pays voudrait construire des centrales nucléaires pour la production énergétique. C'était les Émiratis. Leur leader avait décidé qu'ils allaient construire des centrales nucléaires. Ils avaient un seul ingénieur en physique nucléaire. Nous sommes en 2017, ils sont en train d'en construire 4 qui vont mettre en opération. Ils ont plus de 200 ingénieurs en génie atomique, ils ont des spécialistes en ingénierie nucléaire, ils ont des spécialistes